Merci beaucoup. Donc, pour parler un peu de confort thermique, les grandes lignes un petit peu de comment ça va se passer ce soir, c'est il va y avoir un petit peu une explication théorique de c'est quoi en fait le confort thermique. Donc ça va nous occuper une petite heure. Et ensuite, on va voir comment en fait ça s'applique dans la vraie vie, dans tous les jours, dès aujourd'hui, avec le cas de l'été et le cas de l'hiver. Et donc à ce moment-là, il y a Alexandre qui viendront discuter un petit peu de projets qui sont déjà réalisés dans la ville de Fâche-Ménil, et Charles qui viendra aussi vous parler un petit peu de l'hiver et de l'été, et moi je finirai avec l'hiver. Comme ça, vous avez un petit peu l'idée générale. Donc, on espère qu'on va pouvoir rendre le plus interactif possible cette session, malgré qu'on soit à distance. Moi, je vais commencer par vous poser cette question. À votre avis, quel pourcentage de l'empreinte carbone des Français est attribuable à l'habitat? Euh, donc voilà, là maintenant, n'hésitez pas dans le chat, vous pouvez donner des réponses, a priori entre 0 et 100 vu que c'est des pourcents. Et n'hésitez pas, si vous êtes d'accord avec quelqu'un, vous pouvez réagir sur son commentaire. Voilà, par exemple, ici, il y a Laurent qui nous dit 30, Florence 50. Voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous. 15%. R, tac, tac. Donc voilà, pour l'instant, on se situe entre 50 et 15%, ce qui est déjà une énorme fourchette au final, hein, parce que 50%, ça voudrait dire la moitié des émissions sont dues au logement, ce qui en fait un poste très très important. 15, c'est beaucoup moins. Donc on se situe un peu dans ces fourchettes-là, mais pour l'instant, ce pas des réponses qui sont impossibles. Donc on n'est pas trop mal. Bon, ben, n'hésitez pas à continuer à répondre ceux qui ne l'ont pas fait. Je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse. Eh bien, selon la statistique du gouvernement, 21% de l'empreinte carbone des Français est attribuable compte pour l'empreinte carbone des Français. Donc, pour rappel, l'empreinte carbone, c'est on fait la somme des émissions qu'on émet lors de notre vie, de tous les jours, et on peut dresser un bilan carbone. Et on voit que le déplacement, l'alimentation et l'habitat, au final, se chevauchent pas mal en France, avec globalement 20 à 25% des émissions. Certaines sont dues aux émissions à l'étranger, d'autres aux émissions en France. Et donc on voit que l'habitat, c'est un poste assez important au final de l'empreinte carbone. Donc dans un contexte de changement climatique, je ne vais pas refaire toute l'histoire par rapport à ça, mais donc il y a un peu urgence et donc on est invité à réduire ces émissions-là. Donc l'habitat, c'est vraiment un poste qu'il faut prendre en considération. Et alors quelqu'un avait dit 15%, ben c'est vrai, en fait, sur l'usage du bâtiment, c'est 15%. En fait, dans l'autre chiffre, il y a aussi tout ce qui est construction, mise en œuvre, etc. Et donc l'utilisation, c'est 15% de l'empreinte carbone. Donc 15%, c'est à peu près un huitième. Donc c'est aussi un grand poste, et on voit aussi que le transport, c'est quelque chose d'assez important. Alors, on est ici pas mal de Français, mais il y a aussi quelques Belges. Donc, pour un peu changer on va dire, d'environnement, en Belgique, là, on va parler juste d'énergie. Donc, consommation finale, c'est vraiment ce qu'on consomme à la fin. Eh bien, dans le secteur résidentiel, c'est 20% de l'énergie qui est utilisée, pardon, dans le secteur résidentiel. Donc, on retrouve un peu les 20%. Donc, globalement, ce qu'on peut retenir, c'est un cinquième de l'énergie en Belgique, mais donc en France, on n'est pas très loin. C'est aussi pour le résidentiel. Mais là, on parle d'énergie, on ne parle pas d'empreinte carbone. Sauf que ce qu'on se rend compte, c'est que 70,9% ou 70,9%, bon, il y aura des 70 qui vont se perdre, hein. Ici, je fais l'effort, mais j'arriverai pas à mon avis par la suite, sont dus au chauffage des locaux. Donc ça, c'est un graphe que je trouve quand même important à montrer, c'est que dans une maison, donc dans votre foyer, la grande part de l'énergie, elle sert au chauffage. Donc c'est vraiment un poste très très important quand on veut faire des réductions de consommation. Le refroidissement est très peu, on ne voit presque pas sur le graphe. Il est sans doute amené à évoluer dans le contexte du changement climatique avec les vagues de chaleur qui vont succéder. Mais pour l'instant, dû à la faible présence des systèmes de refroidissement, c'est très très faible. Et puis après, on voit que le chauffage de l'eau, donc de nouveau du chauffage, mais d'une autre façon, représente quand même un poste assez important. Et puis le reste, c'est un peu plus anecdotique avec tout ce qui est électricité et cuisson. Donc chauffage Oui. très très... Ouais. Il y a une question dans le chat. Ah ouais. Il y a Laurent qui demande si l'utilisation, c'est juste le chauffage. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, mais c'est principalement le chauffage avec ce qu'on voit ici. Donc, a priori, c'est principalement le chauffage, mais pas que. Donc voilà. Après, c'est pas moi qui ai fait non plus l'étude, donc je ne sais pas très exactement ce qu'il y a derrière, mais c'est le poste principal de consommation énergétique, qu'on soit ou en France ou en Belgique. C'est normal, chauffer des grands volumes, en fait, ça demande quand même beaucoup d'énergie.
Et donc là, du côté belge, c'est pas du tout la même réalité que côté français, mais du côté belge, on a 67% de ce chauffage qui est issu de composés fossiles, donc qui va directement impacter le changement climatique. En France, c'est une réalité qui est un peu moindre. Il y a beaucoup plus de chauffage électrique qu'en Belgique, notamment, ça s'explique grâce à votre mix énergétique à base de nucléaire. Mais bon, après, tout ça, ce sont des tendances, donc ça dépend maintenant de qu'est-ce que vous avez chez vous. Donc, si vous vous chauffez au gaz, ben, forcément, ça a un impact sur votre empreinte carbone. Donc voilà. Et donc, ce sont des consommations qui sont très importantes à l'échelle de nos pays. Et un chiffre qui va pas mal nous intéresser sur toute la journée, enfin sur toute la formation ici, c'est que 1 degré en moins, c'est 7 à 10% d'économie de chauffage. Donc ça, c'est pas que moi qui le dis, c'est l'ADEME. Moi, j'ai vérifié ça en simulation ou dans la réalité. Donc c'est assez important. Alors, il y a quoi dans le mix énergétique belge? Alors, le mix énergétique, donc là, attention, petite précision, donc il y a une différence entre l'énergie et l'électricité. Donc, quand on parle d'énergie, les mix électriques français et belges se ressemblent, c'est-à-dire que globalement, dans nos voitures, on a du pétrole. Ça veut dire que globalement, quand on est dans l'alimentation, il y a aussi beaucoup de pétrole qui est en jeu. Donc, globalement, dans les deux pays, 80% de l'énergie est fossile, ce qui fait qu'on a des gros problèmes là pour le moment avec le détroit d'Ormuz. Mais après, dans le mix électrique, donc ça, c'est une partie de l'énergie, c'est 20%. La France, globalement, c'est nucléaire renouvelable, 80% de nucléaire ou 70%, et après, c'est du renouvelable, mais Alexandre saura peut-être plus précisément. En Belgique, c'est plus compliqué, surtout qu'on a des centrales nucléaires qui commencent à s'arrêter. Donc là, c'est plus diffus et il y a pas mal d'importations. Donc voilà. Mais globalement, en Belgique, on va dire, il y a encore 2 ans, c'était une base de 50% nucléaire, 30% de renouvelable et 20% gaz, variable en fonction des saisons et de la production renouvelable. Euh, donc voilà. J'espère que ça répond à votre question, mais c'est super de poser des questions avec grand plaisir. Et maintenant, c'est moi qui vous pose une question. Comment est-ce que vous vous sentez pour le moment? Est-ce que vous avez chaud ou est-ce que vous avez froid? On va voir, c'est une question qui est assez importante. Ça prend pile à la question. Ben, génial, Laurent, n'hésite surtout pas. Euh, Parce que derrière cette question du chaud et du froid, eh bien, se cache quand même pas mal d'énergie qui est en jeu. Donc pour le moment, j'aimerais savoir un petit peu comment vous vous sentez. Ben, moi, typiquement, là, j'ai un tout petit peu chaud, mais sinon, ça va. Ni chaud ni froid, ok, donc on peut appeler ça neutre. Chaud, ok. On voit que c'est le retour des beaux jours. Un peu chaud, un peu chaud. Super. En fait, vous utilisez, super. Donc tout ce que vous dites là, vous allez voir, ça va se retrouver dans les slides juste après. Donc c'est super. Ok, cool. Donc on voit qu'on a plus ou moins quitté l'hiver. Globalement, là, on se rapproche des beaux jours. Alors, maintenant, je vais essayer de répondre à la question de pourquoi est-ce qu'on a chaud et pourquoi est-ce qu'on a froid. Et vous allez voir que c'est un long chemin qu'on va devoir prendre ensemble et qui va passer par différentes petites étapes. D'abord, ce qui est important de comprendre, c'est les mécanismes de transfert de chaleur. Donc ça, c'est un grand mot pour dire comment est-ce que la chaleur, en fait, elle circule et comment elle va interagir avec notre corps. Donc ici, sur la slide, on voit qu'on a un bonhomme, donc par exemple moi. Mon corps, il est à 37 degrés, la peau un peu moins, et mon corps, il va être soumis à différentes interactions avec l'environnement qui vont faire que je vais gagner ou perdre de la chaleur. Donc d'abord, il y a mes pieds qui touchent le sol. Bon, ça fait une petite perte, 5%. Bon, c'est pas très très important. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que c'est de la conduction. Donc la conduction, c'est dès qu'en fait une surface chaude, enfin une surface, en touche une autre qui n'est pas à la même température. Donc par exemple, là, je prends ce bic en main. Ben, le bic, il est peut-être plus froid ou plus chaud que moi. Eh bien, il va y avoir un transfert de la chaleur où la chaleur va partir du chaud vers le froid. Donc, il y a comme ça la chaleur qui part parce qu'il y a un contact direct. Ça, c'est ce qu'on appelle la conduction. C'est assez important, même si ça ne joue pas beaucoup pour le moment dans le confort. Ensuite, il y a la convection. Même si moi, je ne touche rien, ben, en fait, je suis quand même au contact de l'air. Et dans l'air, il y a plein de petites particules, il y a plein de petites billes, si on veut. Et le mouvement de l'air qui a une température différente, hein, mon air chez moi, elle n'est pas à 37 degrés, eh bien, ça va venir m'arracher un petit peu, si on veut, de la chaleur. Donc, c'est ce qu'on appelle la convection. C'est un mouvement d'air qui vient, entre guillemets, voler de la chaleur. Mais s'il fait plus chaud, ben, ça peut en apporter aussi. Donc, parfois, on gagne de la chaleur, parfois, on en perd. Et c'est un peu ce mécanisme qu'il faut comprendre. Soit c'est parce qu'on touche par conduction, soit c'est parce qu'il y a l'air, ou alors c'est parce qu'il y a de la radiation. Donc radiation, parfois ça fait peur, mais radiation, rayon, rayon soleil, le plus grand, le plus connu d'éléments radiatifs, on va dire, au monde, c'est le soleil. Donc extrêmement grand, extrêmement chaud, ce qui fait que quand on est au soleil, ben, tout de suite, ça nous chauffe. Donc en hiver, c'est souvent très confortable parce qu'on se réchauffe un petit peu. En été, ben, ça peut devenir inconfortable parce que ça chauffe trop. Donc la radiation, c'est très important.
Donc ça joue pour aussi globalement un tiers de nos échanges de chaleur. Et donc les murs tout autour de moi, ils sont une certaine température, donc on va irradier de la température vers moi, j'irradie de la température vers eux, et il y a un espèce d'équilibre qui se trouve au cours du temps. Et donc ces mécanismes sont assez importants à distinguer. Alors maintenant, ces mécanismes, ils vont être influencés par certains paramètres. Ces paramètres, on va essayer d'aller les trouver, mais pour les trouver, moi, je vais vous demander, vous, est-ce que vous pensez à des situations où vous vous êtes dit, ah bah là, il y a quelque chose qui a changé, là maintenant j'ai plus chaud, j'ai plus froid. Donc par exemple, si je prends un exemple un peu classique, j'ai fait une grande balade dans la forêt, j'ai eu froid, je reviens, le poêle il chauffe à fond dans ma maison, là j'ai super chaud. Voilà, ça c'est typiquement une situation où j'ai eu un changement dans mon confort thermique. Est-ce que vous pensez à d'autres situations comme celle-là? Sortie de la douche, voilà, par exemple, hein, typiquement. Et que mon cou est chaud, alors j'ai chaud, ok. Donc ça montre qu'il y a une différence entre localement et globalement et l'impact que ça a sur le confort. Sortie sur la douche, ça peut être plein de choses, la sortie sur la douche, c'est super intéressant. Carrelage froid en hiver, ben voilà, typiquement carrelage froid en hiver, on est sur la partie conductive que je décrivais juste avant. Charles vous parlera un petit peu du fait qu'il y a certaines surfaces qui sont plus froides et d'autres qui sont plus chaudes. Une balade en nature sous la pluie, ok, donc la pluie, génial. Courant d'air, bah super. Ben, vous voyez que là, rien qu'avec des expériences que tout le monde a vécues, on évite déjà un peu aux paramètres du confort. Donc voilà les paramètres qui vont venir influencer les transferts de chaleur dont je vous ai parlé un peu avant. Et donc, sortie de la douche, là, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ben, la douche, quand on est dedans, ben, généralement, on est peu vêti, on est en maillot ou on n'en a pas. Ben, forcément, on n'a pas beaucoup de vêtements. Donc, c'est un paramètre qui est assez important. On passe d'une douche qui est chaude et qui est sur nous à la température de l'air. Donc, on passe à autre chose. Avoir chaud, froid, chaud au cou et donc au reste, donc ça, c'est local et global, on en parlera un petit peu après. Carrelage froid, donc là c'est la conduction comme je disais. Balade en nature sous la pluie, donc nature, bah, par exemple, il fait plus froid dehors par exemple. Sous la pluie, ça va faire intervenir les notions d'humidité. Et puis le courant d'air, ça fait intervenir la vitesse de l'air. Et donc moi avec mon exemple du poêle, bah, on a la température. Et c'est vrai que la balade, on est en marche, donc l'activité physique. Donc vous voyez, rien qu'en réfléchissant un petit peu à notre vécu, on comprend vite un petit peu les paramètres qui vont venir influencer. Et maintenant, on va voir comment est-ce qu'ils influencent. Donc d'abord, on parle souvent de température. Donc on dit chez moi, il faut qu'il y ait, ça dépend un peu de vos standards, hein, ça pourrait être une question intéressante à vous poser. Chez vous, peut-être que vous vous chauffez à 22, peut-être à 18, peut-être à 20, 21, 19. Généralement, c'est un peu dans cette gamme-là. Mais en fait, la température, c'est un paramètre qui est très important, mais il n'y a pas que la température de l'air qui va jouer sur le confort. Il y a bien sûr la température de l'air, mais aussi la température de paroi. Donc, comme je disais, tous les éléments, ils vont radier, entre guillemets, de la chaleur. Et donc, si on a une paroi qui est froide, eh bien, en fait, elle vient contribuer à réduire un petit peu votre inconfort. Et c'est comme si vous avez un ressenti tronqué de la température. Donc, c'est ce qu'on appelle la température opérative. Parfois, on l'appelle température ressentie. Moi, personnellement, j'aime pas trop ce terme-là, mais on va peut-être pas rentrer dans ce débat-là. Mais il faut savoir que si vous êtes proche d'une surface froide, ça va avoir un impact directement sur votre confort. Donc par exemple, ici je prends l'exemple on pourrait se dire, on est dans une pièce où l'air est chaud, mais tous les murs sont froids. Ça peut être le cas dans des passoires énergétiques, ça peut être le cas quand on est entouré de surfaces vitrées. Et bien là, les vitres, elles sont plus froides parce qu'elles isolent moins. Et puis parfois il y a d'autres choses, mais on va dire parce qu'elles isolent moins. Et donc du coup, on a un sentiment de bien plus froid alors que la température de l'air est plus chaud. Mais en fait, la température opérative, c'est la moyenne des deux, donc on fait la somme et on divise par deux, et ça nous donne une espèce de température ressentie, si on veut, qu'on a. Donc cette notion de température opérative, elle est assez importante, parce que typiquement en été, par exemple, on est dans le toit, ben, le toit, il y a plein soleil dessus, plein cagnard, la surface du toit peut devenir très chaude, et même si la température de l'air est plus basse, ben, en moyenne, on a un ressenti qui est très très élevé, et donc ça à prendre en considération. Alors, l'idéal, c'est d'avoir une température de l'air qui est plus proche de la température de paroi. C'est un peu le rôle des isolants. Charles vous en parlera beaucoup plus après. Et cet impact de température, en fait, ça peut être très important parce que, alors là, on peut regarder un petit peu, on va dire une réflexion un peu d'ingénieur, c'est si maintenant on sait que la température de paroi elle est d'une telle valeur, par exemple, on sait qu'un poste de travail va être près des vitres, on sait que globalement la personne va avoir plus froid parce qu'elle est près de surface vitrée,
Mais combien il faudrait mettre la température de l'air pour qu'il fasse chaud? Donc là, ça rappellera peut-être des horreurs à certains ou du plaisir pour d'autres avec une petite équation. Globalement, le divisé par 2 ici, on le fait fois 2, ça fait 40, moins 14. Globalement, il faudrait 26 degrés quand on résout l'équation. 26 degrés, ça veut dire qu'on doit chauffer 6 degrés plus fort, donc l'impact de la température opérative, il est très très important. Donc ça montre que l'isolation est quelque chose qui est vraiment important d'un point de vue confort aussi, parce qu'il va jouer sur cette notion de température opérative. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'idée sous-jacente. Et il n'y a pas que l'isolation, on va avoir plein d'autres façons d'être confortable thermiquement, mais ceci peut expliquer des ressentis qu'on a parmi d'autres quand on a froid. Mais donc typiquement, voici ici le rôle de l'isolation. Je ne sais pas si on voit bien ma souris, mais donc peut-être pas. Ok, on la voit pas, mais c'est pas grave. Ça, c'est vraiment une coupe qu'on fait, on va dire, quand on veut expliquer ce phénomène. Donc là, il faut imaginer, on regarde la paroi qui est face à nous. Eh bien, en fait, l'isolation, elle va jouer autant en hiver qu'en été. Donc, à travers le béton, la brique ou toutes ces surfaces qui sont peu isolantes, mais globalement, la température qu'on voit qui est dehors, donc 45 degrés qui devient 39, ok, il y a une petite réduction de la température, mais presque rien. Par contre, l'isolant, lui, il va avoir un gros impact d'isolation pour retomber dans les gammes de température viables. Donc ça, important à retenir, l'isolation, ça sert autant pour l'hiver que pour l'été, et ça permet de gagner en température opérative, et donc au final de devoir, entre guillemets, moins chauffer, en tout cas pour avoir ce même, entre guillemets, désolé, il y a beaucoup de guillemets, mais c'est pour essayer d'être un peu précis, de ressenti de température. Alors maintenant, on va passer à tous les autres paramètres qui sont peut-être un peu moins connus et pourtant qui ont des impacts quand même assez importants. Donc on a l'activité physique. Bien sûr, quand on se met en activité, on va produire plus d'énergie et donc du coup, on va avoir plus chaud. Donc l'exemple typique, c'est moi, je vais commencer à par exemple faire le ménage, passer le balai et autres, mais je sais que systématiquement, moi, je vais retirer mon pull parce que j'ai beaucoup plus chaud. Eh bien, en fait, il ne faut pas oublier qu'activer son métabolisme, c'est une vraie façon de se réchauffer et qui peut être assez importante. On verra plus tard, on essaiera un peu de quantifier ça plus tard. Donc, il y a des échelles avec une unité, ça s'appelle le MET, c'est l'activité métabolique, et qu'on a mesuré en fonction des différentes activités qu'on peut faire. La référence étant assis calmement, parce que c'est très simple à mesurer. Mais on voit que dès qu'on marche, en fait, on est, entre guillemets, 2 fois plus actif que quand on est assis. Et alors, quand on commence à courir, faire le ménage, danser, ben voilà, on monte beaucoup plus en activité. Donc, c'est un paramètre qui est assez important, comme on le verra plus tard, et qui joue beaucoup. Ça, c'est pour l'hiver, mais pour l'été, ben, on essaie de réduire le plus possible son mètre, évidemment, parce qu'on n'a pas envie de produire de la chaleur, parce qu'on a déjà potentiellement trop chaud. Alors, l'humidité relative, là, il faut un peu distinguer plusieurs choses, et il faut un peu comprendre ce que c'est l'humidité relative et l'humidité absolue. Donc, dès qu'on dit relative, généralement, c'est des pourcentages. Absolu, c'est un vrai chiffre. Donc ici, l'humidité absolue, elle est de 2,5 grammes et il faut comprendre comment cette humidité, comment cette quantité d'eau, elle va interagir. Donc l'humidité absolue, c'est ce 2,5 grammes. Ça veut dire que dans mon air, il y a de l'eau qui est sous forme de vapeur. Donc moi, là, je suis en train de parler. J'ai par exemple, je cuis des pâtes, il y a de la vapeur d'eau, j'ai du linge qui sèche, il y a de la vapeur d'eau qui est dans l'air. Ça, c'est une quantité d'eau. Donc c'est ce 2,5 grammes, par exemple. Donc ça veut dire que si j'avais un super aspirateur, je pourrais aspirer toute l'eau, j'aurais vraiment 2,5 grammes dans mon aspirateur à la fin. Sauf que ce 2,5 grammes, en fait, il va être dans l'air, mais l'air, elle va gonfler ou se contracter en fonction de la température. Et c'est ça qui est un peu intéressant et important à comprendre. C'est qu'un air, par exemple ici, on le voit à 0 degré, on voit qu'il y a une certaine épaisseur d'eau qui est dedans, et puis une petite épaisseur d'éponge. Eh bien, l'air se comporte comme une éponge. À 0 degré, elle a une certaine dilatation, mais par exemple à 20, eh bien, l'air est beaucoup plus dilaté, et donc elle peut contenir beaucoup plus d'eau. Donc ce graphique, il est assez bien fait dans le sens où on voit qu'avec 2,5 grammes d'eau dans l'air, mais si on est à moins 5 degrés, on est à 100%, parce qu'en fait l'air il est très très comprimé, et donc les 2,5 grammes prennent toute la place. Par contre, quand on est à 15%, en fait l'air prend énormément de place, et donc peut prendre plus d'eau avec elle, et donc on n'est qu'à 15% d'humidité relative. Donc, cette notion d'humidité relative, elle va être importante parce qu'elle est en fait très facile à mesurer. On n'a pas toujours un aspirateur super puissant pour pouvoir voir combien on a de grammes d'eau dans l'air. Par contre, l'humidité relative, c'est assez facile à mesurer et ça va avoir un impact direct sur notre confort, comme je vous le décrirai un peu plus tard. Et donc, ces graphes-ci sont des graphiques sur lesquels on présente très souvent le confort. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit la température opérative là, je pense que c'est que la température de l'air
je suis même sûr, c'est que la température de l'air en bas et puis la teneur en humidité à droite. Et alors là, on peut tracer ce qu'on appelle des iso-humidités relatives. Donc on voit les 10%, 30%, 50%. Et alors après, on estime qu'il y a des zones de confort. Donc là, par exemple, c'est la zone 4, qui a une certaine humidité entre 40 et 60 et à certaines températures entre 18 et 20. Le thermomètre mouillé, c'est pas exactement ça, mais c'est une bonne remarque. Le thermomètre mouillé, c'est quand on prend un thermomètre. Donc voilà, moi, j'ai toujours des thermomètres sur moi. Donc là, hop, ceci est un thermomètre. Thermomètre mouillé, c'est si je mettais un tissu rempli d'eau dessus. Si je fais ça, en fait, on se retrouve sur la barre des 100%, donc c'est la partie haute de mon graphique. Et donc, comme on est à température, à thermomètre mouillé, en fait, le thermomètre étant saturé d'eau, il va diminuer en température. Et donc, enfin voilà. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais donc non, c'est pas exactement ça. Le thermomètre mouillé, c'est la température à laquelle on a une saturation d'eau. Mais donc, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus que ça parce qu'on va perdre un petit peu l'idée. Mais ici, le but, c'est de comprendre que l'humidité relative, elle va jouer un rôle dans le confort. Et surtout en été, ou quand on a des températures des humidités trop élevées, en fait, notre eau qui est dans notre peau, on va sécréter pour que ce soit de la transpiration. L'idée de faire ça, c'est qu'on a de l'eau liquide sur nous. Cette eau liquide, donc c'est voilà, c'est de l'eau vraiment. Enfin, voilà, donc il faut différencier de la vapeur, donc il y a du gaz avec du liquide qui est de l'eau. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux va en fait capter pas mal d'énergie. C'est le principe qu'il y a derrière les frigos et les pompes à chaleur. Et c'est ça qui nous permet de nous refroidir. Donc c'est un phénomène qui est assez important dans le refroidissement. D'ailleurs, le refroidissement par la transpiration, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un vrai poste aussi. Mais le problème, c'est quand on a trop d'humidité, ah bah, on a du mal à transpirer. Ce qui crée d'ailleurs avec le réchauffement climatique des problèmes, parce qu'il y a certaines régions du monde où il va y avoir des températures supérieures à 37 degrés, donc au corps humain, avec des humidités relatives au-delà, enfin pas au-delà, mais approchant les 100%. Et donc ce problème-là, c'est que des personnes ne pourront plus vivre tout simplement parce qu'ils ne pourront plus transpirer, quoi. Donc voilà, c'est un vrai enjeu du changement climatique et de certaines zones. Et ça montre aussi l'importance de l'humidité, surtout quand celle-ci est trop élevée ou trop basse. Parce que trop basse, elle va créer des problèmes de sécheresse. On a l'impression de devoir tout le temps un peu boire de l'eau, de tousser, d'être un peu irrité. Quand elle est trop élevée, ben, si la température, enfin, si elle est trop élevée, on a du mal à transpirer. Et ça peut participer à des développements de bactéries et de champignons dans le logement. Donc voilà pour l'humidité sur le confort. Alors aussi, il y a la vitesse de l'air. Donc, je ne sais plus qui me parlait de courant d'air, mais oui, 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 c'était Charles qui me parlait de courant d'air. Forcément, l'air, ça va avoir un impact parce que, de nouveau, cette convection, l'air qui vient arracher un petit peu les particules, eh bien, au plus cet air est rapide, au plus il nous arrache rapidement, entre guillemets, nos particules, et donc ça va jouer de manière importante. Donc, en hiver, on essaie de surtout pas avoir de courant d'air parce que c'est quelque chose qui est assez dérangeant. Par contre, en été, c'est quelque chose qu'on aime bien parce que ça vient nous arracher justement c'est, notre chaleur, et donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, en plus que ça favorise la transpiration. Alors, dans le bâtiment, l'air, normalement, la vitesse de l'air est assez stable, c'est 0 à 1 mètre seconde, mais dès qu'on a des défauts, donc par exemple près des châssis, ce qui peut arriver, ou près des parois de porte, ben, il peut y avoir des courants d'air qui font qu'on peut avoir des zones qui sont un peu plus dérangeantes, même si on ne sent pas qu'il y a ce courant d'air-là, il peut être là, en plus avec de l'air frais, et donc ça peut être quelque chose qui est assez dérangeant. Et enfin, les vêtements, la star, hein, très connue, hein, si on a froid, on met un pull. Eh bien, ça, c'est une affirmation qui est vraie, mais autant encore faut-il rappeler qu'il y a différents types de pulls et il y a des pulls qui sont bien plus épais que d'autres. Donc, si je prends ici une table, donc en gros, les clos, c'est la valeur de l'isolation, si vous voulez, de son vêtement. Enfin, voilà. Donc, je trouve ça un peu dingue que maintenant, pour qu'on comprenne c'est quoi l'isolation thermique, on doit parler de l'isolation des maisons. Mais donc, en soi, c'est un peu ça. Le vêtement, c'est pour se protéger de la chaleur. Mais on voit qu'un pull léger, c'est 0,2, un pull épais, c'est 0,35, c'est quasiment x2. Donc, ça peut être très important la manière dont on s'habille, l'efficacité que les vêtements ont. Donc, il y a des vêtements qui sont plutôt de mi-saison, typiquement les sweats, et il y a des pulls qui sont plutôt d'hiver, pardon, qui sont vraiment les pulls. Il y a des vêtements aussi d'été avec des t-shirts plus légers. Donc ça, c'est très important parce que ça a beaucoup d'impact. Alors, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'impact. On verra un peu plus tard ces impacts-là. Mais avant ça, on va faire un petit peu de physiologie. Donc, c'est un petit peu le corps et comment il réagit. Quand vous ressentez que vous avez un peu un inconfort thermique, comment vous pensez que votre corps il réagit à ces phénomènes? Donc, par exemple, quelqu'un disait, bah, je me balade sous la nature et sous la pluie. Comment est-ce que le corps il comprend, il détecte en fait le fait qu'il y a du vent qui vient sur nous, qu'il y a de la pluie ou ce genre de choses?
peut-être pas évident comme question. Transpiration, donc voilà, la transpiration, c'est typiquement un mécanisme. On a trop chaud, ben, notre corps, il transpire. C'est une façon, il cherche à se réguler. Donc très bien. Ça, c'est typiquement un des mécanismes que le corps, il a à sa disposition. Il tremble, exactement aussi. Vasoconstriction et dilatation, ok, on a un expert dans le chat, génial. Frisson, ok, super. Ben voilà, ben là vous venez de citer la majorité, si pas la totalité, des réactions du corps de manière inconsciente. Donc désolé, le slide est en anglais, mais je vais vous faire la traduction. Donc en fait, si on part de notre corps, donc vraiment de nos organes, si on veut, ils vont créer de la chaleur parce qu'on mange, parce qu'on vit, parce que plein de choses. Cette chaleur, elle va passer dans la peau via la skin, et puis elle va passer dans les vêtements, les clothing, et puis après, elles vont partir dans l'environnement. Ça, c'est un peu comme ça que la chaleur, elle circule, entre guillemets, donc elle essaie de quitter notre corps. Mais au passage de la peau et de notre corps, elle envoie des actions, enfin des ressentis, si vous voulez, au CNS, donc le système nerveux central, donc autrement appelé notre cerveau, qui lui va intégrer ces différents éléments et va essayer de répondre. Donc il va répondre de deux façons. Il va répondre de façon involontaire et de façon volontaire. Donc de façon involontaire, c'est toutes les personnes ici viennent de le décrire. On peut transpirer, on a trop chaud, ben voilà, de manière involontaire on transpire, on décide pas de transpirer, c'est quelque chose qui arrive. Le corps peut se vasodilater ou contracter, comme le disait Sam. Donc ça veut dire que, en fait, si vous voulez, le corps, c'est un peu enfin, les vaisseaux sanguins, c'est un peu des ronds, ils vont grandir. Donc ça va permettre d'échapper plus de chaleur, ou au contraire, se contracter pour garder le plus la chaleur. Mais de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on contrôle et parfois même qu'on remarque. Et puis il y a tout ce qui est le tremblement, les chairs de poule, le claquage de dents et tout ça, toutes ces réactions involontaires, mais aussi plein d'actions volontaires qui sont possibles. On change de posture, on change d'activité, on change de vêtements, ou aussi, bah, on peut changer son environnement. Oui, chez nous, on peut décider qu'on peut changer l'environnement en tirant une vanne, il peut décider de chauffer plus. C'est quand même fou de se dire que chez nous, on a cette capacité-là. C'est comme si on appuyait sur un bouton et on décidait qu'il pleuve. Mais donc du coup, ça, c'est aussi une action qui est tout à fait possible et qui est faite souvent. Et donc c'est ça qui fait qu'il est difficile avec le confort, hein, c'est qu'il y a des réactions qui sont involontaires et qui sont même pas détectées, et c'est toujours un peu difficile de savoir où les gens en sont, et en fait, on peut jamais savoir ça. Donc pour savoir si les gens sont confortables ou non, c'est pas qu'une question de mesurer des paramètres ou des transferts de chaleur, vu qu'il y a plein de mécanismes inconscients. En fait, pour savoir c'est quoi le confort des gens, ben, la seule solution, c'est de leur demander. Et donc ça, ce sont des échelles de confort. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé si vous aviez chaud ou si vous avez froid. Ben là, vous avez décrit votre sensation thermique. Là, j'ai légèrement chaud, là, j'ai légèrement froid. Et puis après, souvent, on couple ces échelles avec est-ce que c'est confortable ou non. Parce qu'on peut avoir, typiquement, moi là, j'ai légèrement chaud, bah, je trouve ça confortable. Mais on pourrait avoir, j'ai légèrement chaud et c'est inconfortable. Typiquement en été, quand il fait un peu trop chaud. Ou en hiver, c'est aussi possible d'avoir légèrement chaud et c'est inconfortable. Par exemple, on rentre dans des transports en commun surbondés, il fait trop chaud, ou tout simplement on rentre dans une maison trop chauffée. Voilà, il y a cette notion de chaud, froid et de confort, inconfort, elle est très possible. Et puis ultimement, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est est-ce que c'est acceptable ou non au final. Euh, donc voilà, et donc tous les ressentis, bien évidemment, ils sont évidemment légitimes parce que les personnes ne décident pas d'avoir chaud ou d'avoir froid. C'est juste comme ça. Alors, ils ont des leviers d'action parfois, parfois pas. Et donc, il faut essayer de répondre à toutes ces conditions pour que tout le monde soit chaud, enfin, soit confortable si possible. Et alors ici, je ne peux pas ne pas vous montrer ici une cartographie assez bien faite. Donc là, c'est des chercheurs, ils ont pris une centaine de personnes, je pense, et ils leur ont envoyé localement des endroits chauds et des endroits froids. Et ça permet de déterminer la sensibilité, si vous voulez, thermique du corps, donc savoir si telle zone elle est sensible à la chaleur ou non. Et comme ça, on peut avoir une cartographie assez précise des zones qui sont plus sensibles que d'autres. Et donc, pour répondre à quelqu'un qui me disait, quand moi j'ai chaud au cou, ben, j'ai chaud partout, ben, en fait, cette étude, elle a montré que, ben, en fait, en moyenne, les gens sont peu sensibles à la chaleur dans le cou, donc c'est ce qu'on voit au niveau du cou des personnes. Ça ne veut pas dire, de nouveau, c'est des moyennes, que pour vous, ça ne marche pas, hein. Une moyenne, ça veut dire que sur les 200 personnes, en moyenne, les gens ne trouvaient pas que c'était quelque chose qui était important. Mais si pour vous, ça l'est, ben, voilà, ça l'est, donc toujours attention avec les moyennes. Et, euh, et donc voilà, et ça nous aide sur plein de dimensionnements, on va dire, d'équipements chauffants mais très proche du corps. Et donc, la dimension d'avoir froid localement, donc, par exemple, on peut avoir chaud partout, mais un inconfort aux mains, ben, c'est un vrai problème aussi, qu'il faut pouvoir amener des réponses. Alors,
maintenant qu'on a vu un peu tous ces acquis théoriques, donc si je peux un peu faire le résumé, d'abord on part de mécanismes de transfert de chaleur, donc convection, conduction et radiation. Ces phénomènes de transfert de chaleur, ils sont amplifiés par certains paramètres qu'on vient de décrire, mais sur lesquels on va repasser, vous inquiétez pas. Et puis notre corps, il interprète ça. Donc si vous devez tout retenir de ce que je viens de dire, c'est à peu près ça. Il y a des transferts de chaleur qui vont être impactés par différents paramètres que notre corps, que notre cerveau va conscientiser. Et finalement, c'est ça qui fait qu'on se sent bien ou qu'on se sent pas bien. Alors, il y a... enfin, avant d'aller plus loin, je vais d'abord vous poser cette question-ci. Vous, quand vous voyez ces conditions-là, donc c'est tous les paramètres que j'ai énoncés juste avant, est-ce que vous pensez que vous serez confortable ou inconfortable dans ces conditions? Donc, vous vous imaginez habillé en hiver avec des habits d'hiver, donc vous êtes plus vêtu, on veut dire, que là maintenant, vu qu'on est en hiver. Vous êtes assis de manière tranquille depuis un petit temps, l'humidité n'a pas d'impact sur vous, il n'y a quasiment pas de vent et il y a 20 degrés. Pour vous, est-ce que c'est confortable ou est-ce que c'est inconfortable? Donc pour l'instant, on a Laurent qui nous a dit que pour lui, c'était inconfortable. Thierry aussi. On a quelqu'un qui dit confortable. Quelqu'un trouve que ah, bah, c'est Maud dit j'aurais trop chaud, je pense. Alors bien sûr, c'est toujours on pense, hein, parce qu'on n'est jamais dans la situation. Mais si on devait se projeter là-dedans, d'un point de vue physique, comment est-ce qu'on intégrerait ça? Confortable, donc on voit qu'il y a un peu une bataille. Bah, du coup, là, typiquement, c'est intéressant ce que Maud elle a fait. Elle a dit bah, c'est inconfortable parce que trop chaud, donc elle a lié confort et sensation en même temps. Confortable pour Simplement, Maxime. on a aussi, hop là, Michel qui partage sur le Q&R, la question et Ok, réponse. Donc pour elle, je serais confortable si elle a les pieds au chaud. Elle avait ok, d'autres commentaires d'accord. que je te partagerai après précédemment. Désolée Michel, j'avais pas Ok. vu. Attends tes messages. Ok, ok. Donc j'ai l'impression qu'on a... Bon, en fait, on a une bonne moitié, quoi. Donc on estime qu'on est un peu à la frontière, là. Ben, on va répondre à cette question via ce qu'on appelle le modèle PMV. Donc le modèle PMV, qu'est-ce qu'il a tenté de faire? C'est en fait, il a pris 200 personnes, donc de mémoire 150 Américains et 50 Danois. Ils les ont mis par lot de 5-6 personnes dans une pièce. Ils leur ont donné tous les mêmes vêtements, donc c'est la photo que vous voyez là. Et ils ont commencé à faire varier tous les paramètres que je vous ai dit juste avant. Donc d'abord, ils les ont mis à, je sais pas moi, 15 degrés, puis 16, puis 17, puis 18, puis 19. Et les gens devaient dire permanence si c'était confortable ou inconfortable. Et puis ils ont fait ça pour la température, mais aussi pour l'humidité, les vitesses de vent et autres, ce qui a permis de tracer le fameux graphe que je vous expliquais tout à l'heure, avec la température opérative en bas et l'humidité à droite, donc c'est les deux grandes dimensions physiques. Et ensuite, ils ont demandé donc à toutes ces personnes-là, ils ont fait des statistiques, et la zone verte, c'est la zone où statistiquement 90% des personnes sont contentes des conditions dans lesquelles elles sont. Et donc, sur ces 200 personnes, pour ce que je viens de décrire, eh bien, il y avait 78, ah, donc 78% des personnes qui étaient inconfortables dans ces conditions-là, ce qui est un peu plus contrasté par rapport à ce que nous on a vu, parce que nous, globalement, c'était moitié de confort, moitié d'inconfort. Mais donc voilà, ça c'est une réalité. Et de cette réalité-là est basé maintenant tous nos calculs de dimensionnement en tant qu'ingénieur quand on travaille dans le confort, entre guillemets, dans le bâtiment. Donc voilà quelle température il aurait fallu mettre pour être pile dans les standards HRAE. Ce serait une température de 21,5 avec quand même des personnes bien habillées et qui sont assises. Donc c'est quand même assez important la différence qu'il a fallu. Et cette méthode de faire, elle est d'une certaine façon un peu critiquable et elle est d'ailleurs assez critiquée, mais ça donne des guidelines et surtout ça explique pourquoi est-ce que maintenant on dimensionne, donc les ingénieurs dimensionnent tout le temps le chauffage sur 21 degrés et 50% d'humidité relative. Alors maintenant, on va faire un peu des jeux parce que même si cette méthode elle est un peu imparfaite, parce que enfin, il y a un peu plein de raisons derrière que je vous expliquerai si on a le temps, mais là je vais peut-être un petit peu accélérer. Mais ça nous permet d'avoir des standards de comparaison. Donc typiquement, si je reprends un peu cette étude, si maintenant je me dis, OK, j'aimerais réduire le plus possible la température, parce que rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, contexte énergétique, changement climatique, tout ça, ça coûte très cher au final de chauffer au final. Donc, si on veut réduire la température, c'est ça qui va avoir le plus d'impact sur notre facture. Comment est-ce que je peux compenser? Eh bien, en fait, si je m'habille entre guillemets 2 fois plus, donc si je passe de un clos à 2 clos, en fait, pour avoir le même pourcentage de gens satisfaits, je pourrais mettre que 15,5 degrés. Donc, ça montre ici l'impact très important du vêtement quand même sur le confort. Donc, quand on dit mais juste un pull, ça peut être très efficace.
Alors, bien sûr, s'habiller 2 fois plus, c'est quand même, ça voudrait dire, en théorie, mettre 2 fois des chaussures, 2 fois des pantalons, 4 pulls et ce genre de trucs. Donc, bien sûr, ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a des vêtements qui sont plus efficaces que d'autres et qui donc qui sont avec un pull, on peut avoir un pull 2 fois plus efficace que l'autre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, pas besoin, évidemment, d'avoir 2 paires de chaussures. Mais bien sûr, s'habiller 2 fois plus, ça peut être un peu contraignant, mais on pourrait aussi penser être 2 fois plus actif au final, chez soi. Donc 2 fois plus actif, ça correspond à marcher légèrement. Alors de nouveau, est-ce qu'on peut marcher légèrement quand on est au boulot? Ben, généralement pas. Mais on voit que ça a quand même un impact aussi important de diminuer la température qu'on aurait besoin de 2,5 degrés. Et si maintenant je fais une combinaison des deux, être un peu plus actif physiquement, et ça on en parlera à la fin de la présentation sur comment c'est possible de le faire, tout en étant habillé légèrement plus chaudement, donc là le fameux deuxième pull, ou d'avoir des vêtements un peu plus efficaces, ben, au final on pourrait décider de mettre 15 degrés chez soi. Donc ne vraiment pas oublier, la température c'est ce qui vous coûte le plus cher et les méthodes pour la contourner existent. C'est pour l'hiver, limiter la vitesse de vent, limiter l'humidité et s'habiller plus et être un peu plus actif. Par contre, en été, c'est l'inverse. La température, elle va mécaniquement augmenter vu qu'on est en été. Donc là, on peut augmenter la vitesse de vent, réduire les vêtements et réduire l'activité métabolique. Voilà. Oui, Et donc, j'en ouais, profite juste pour rebondir sur ce que disait Michel dans les questions et ouais. réponses. Elle disait aussi qu'on peut bloquer l'évaporation ou le flux sur la peau par l'utilisation de lotion crème, notamment en beurre de karité. Ça fait une pellicule qui isole le corps. Très utile en hiver, plus rapide que mettre un pull. À ne pas utiliser en été quand il fait chaud. Ok. Donc en faisant ça, en fait, donc là, Michel, elle nous explique en gros une façon de limiter la transpiration chez soi. Donc voilà, si c'est une technique qui marche pour vous, bah, génial. En hiver, généralement, on transpire un peu moins, donc tout à fait adapté. C'est une façon de limiter les pertes, donc voilà, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. C'est ça qui est bien aussi dans le confort, c'est que tout est bon à prendre pour essayer d'être confortable. Et moi, je vous invite le plus possible à réduire la température pour tous les gains que ça a, mais on en parlera à la toute fin. Maintenant, je vais passer la parole à Alexandre qui va vous parler du confort thermique en été, de comment, donc là c'était un peu la partie théorique, et maintenant c'est comment est-ce qu'on met des choses en place pour que dans la pratique, on puisse jouer sur d'autres paramètres et aider les autres. Voilà, je te laisse Alexandre. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Alexandre Megereville. Je suis enseignant-chercheur en sciences des matériaux à l'École centrale de Lille. Et donc, je participe au projet MRL depuis quasiment 2 ans maintenant. Et il y avait une préétude qui avait été faite que je vais vous présenter maintenant, qui s'appelait CASBA, sur le confort thermique en été. Et ça a été mis en place avec des étudiants de Centrale et on a fait quelques tests avec des habitants de Fèche-Tuménil. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez la photo. Ah, ouais, c'est Michel Galabru dans Bienvenue chez les Ch'tis, quand il est dans sa masure obscure du sud de la France. Il doit faire 45 degrés. Voilà, c'est quand il dit c'est le nord. Et donc, la première façon d'agir, c'est de vivre dans l'obscurité totale en limitant absolument tous les apports possibles de chaleur et notamment de rayonnement lumineux en été. C'est pas forcément très agréable. Alors, le projet Casbah, c'était donc à l'intersection de l'association Casbah de Centrale Lille de Fèche-Tuménil. Et une des idées qui nous animait, c'était de mettre en œuvre des moyens low-tech aussi performants que possible, adaptés aux usages des habitants pour pas vivre dans le noir comme ça, c'est pas non plus très agréable. Euh, alors pourquoi low-tech? Parce que le risque évident, c'est de mettre des solutions beaucoup plus high-tech, ou en tout cas qui reposent sur de la consommation d'énergie, typiquement de la climatisation. Euh, et là, euh, et là, en fait, ça ne fait qu'empirer le problème, puisque la climatisation va utiliser un petit peu d'énergie, certes, mais un petit peu quand même, pour faire du transfert de chaleur et prendre la chaleur dans un milieu pour le recracher ailleurs. Le risque étant évidemment de contribuer davantage à ce que le milieu ambiant soit chaud. Maud, tu peux revenir à la précédente, s'il te plaît? Oui, donc les objectifs de la low-tech, c'est aussi que les solutions soient reproductibles, et c'est ce qu'on essayait de faire. Et notre travail en tant que scientifique, c'est de justifier la pertinence des solutions. Vous allez voir qu'il n'y a rien de révolutionnaire.
En revanche, on voulait montrer qu'un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place assez facilement apportent quelque chose réellement, que c'est pas une impression simplement, il y a un gain réel qui sera forcément pas au niveau de la dernière climatisation dans un système absolument parfait, mais en tout cas qu'on peut avoir des gains manifestes importants sur le confort. Cette fois-ci, tu peux. Merci. Alors, le contexte aussi, c'est que dans la région, que ce soit de ce côté-ci de la frontière ou de l'autre, eh ben, vous allez être surpris, mais le bâti n'a pas du tout été pensé pour la chaleur en été. Mais alors, pas du tout. On voit sur la carte en haut à droite du centre de l'île qu'il y a des zones chaudes, il y a des zones plus fraîches. Les zones chaudes apparaissent en rouge et ça se concentre sur certaines artères, notamment. Et dès qu'on est plutôt dans des courées où il y a de la végétation, on voit notamment la citadelle où il y a un petit peu de végétation, on a beaucoup moins de chaleur. Donc comment faire pour adapter le bâti existant, sachant que le bâti existant, c'est beaucoup de maisons accolées les unes aux autres, avec des chambres sous les toits, beaucoup de briques, souvent des extensions qui sont fabriquées pour chauffer quasiment, avec les apports de rayonnement thermique. Et notamment, il y a des puits de lumière souvent qui interviennent beaucoup et qui vont apporter beaucoup de lumière, mais beaucoup de chaleur aussi en été. Ensuite, donc le projet il a été mené avec des étudiants. On a essayé de lutter contre les vagues de chaleur par une approche low-tech. On a réfléchi à beaucoup de solutions et on a fait des ateliers avec des habitants aussi de la ville pour échanger, discuter, voir ce que les gens étaient prêts à essayer de mettre chez eux. Il y a plusieurs solutions qui sont ressorties. On en a éliminé quelques-unes. C'est assez dommage, hein, mais tout ce qui était notamment utilisation des catiches, on avait un bon espoir de pouvoir faire quelque chose. Des catiches, c'est des caves qui sont creusées dans le sol, qui ont servi pendant des années pour diverses activités. Et en fait, c'est de l'air froid qui est dedans. Et donc faire circuler de l'air et aller utiliser l'air frais des catiches pour alimenter les maisons en air frais, c'était une bonne idée. On a vu beaucoup de problèmes techniques et beaucoup de problèmes légaux à ça. Un exemple parmi d'autres, c'est qu'apparemment, il y a des colonies de chauves-souris protégées dans certaines catiches. On ne peut pas leur modifier leur environnement et les chauffer de 3 degrés comme ça. Les puits canadiens, c'est toujours une bonne solution aussi, consiste aussi à envoyer de l'air dans le sol profond, utiliser de la géothermie en fait inversée en quelque sorte, puisque le sol va être vers entre 10 et 14 degrés sous nos latitudes, pour refroidir l'air. C'est assez complexe à mettre en place. Autant ça peut être assez passif, autant c'est pas réellement low-tech dans le sens où les gens peuvent pas s'en emparer directement. Et puis on a 4 solutions qui ont été trouvées intéressantes: la végétalisation, le voile d'ombrage, la peinture réfléchissante et la climatisation adiabatique. Et on va en discuter dans les minutes qui viennent. Alors, la climatisation adiabatique, ça répond à ce que Loïc présentait tout à l'heure sur la vitesse de l'air. Ça consiste à avoir ce genre d'installation plus ou moins esthétique qui permet d'utiliser un flux d'air naturel qui rentre dans la maison, et en diminuant la section de transfert du fluide de l'air en l'occurrence, il va accélérer, et sous l'effet de l'accélération, sa température va diminuer. Alors, c'est intéressant si on est sous le flux d'air, on ressent en effet un air plus frais, ça marche. Par contre, physiquement, il n'y a pas de diminution de la quantité de chaleur. C'est-à-dire que dès que l'air ralentit, il retrouve sa température initiale. Donc si c'est pour être en intérieur, ça n'a pas beaucoup de sens parce que simplement on fait rentrer de l'air chaud dans la maison. Dès qu'il s'arrête, il est de nouveau à température chaude. Par contre, sur une terrasse ou un balcon, bizarrement, ce sont des choses qui existent depuis très longtemps, hein. La claustra en terre cuite en est un exemple. À ce moment-là, oui, ça a de l'intérêt. Alors, autre solution qui a été travaillée, qui va nous permettre de réfléchir aux 2 questions de température de l'air et de température des parois,
Ce sont les 3 autres qu'on a proposées. Et parmi les 3 propositions suivantes, laquelle est la plus efficace? À vous de répondre. C'est parti sur les propositions. On les affiche, il me semble. Au Maud, on pire, les je les avait ai mis dans tous. le chat. Je les Ouais. avais récupérés Ah avant. oui. Donc, vous avez la toiture Ouais, végétalisée en 1, la peinture de toit en 2 ou le voile d'ombrage en 3. On a pour l'instant une majorité de toitures végétalisées et 2 peintures de toit. j'arrive pas à voir. Une personne en plus pour toiture végétalisée. On est à 5 toitures végétalisées et 2 peintures de toit. Eh ben, on va aller voir ça. Alors, ah oui, bah oui, je les représente. Maintenant que vous avez prévoté, on va détailler un petit peu de quoi ça parle. La première proposition, c'est donc la toiture végétalisée. Ce qui a été fait, parce que c'est pas forcément évident de végétaliser soi-même une toiture, c'est de la faire sous forme de cagettes, donc des cagettes de terreau, de plantes grasses, pour minimiser l'entretien, disposées sur la toiture en pente d'une véranda. C'est la première proposition. La deuxième, la peinture de toit. Alors la recette, elle vient d'une entreprise qui s'appelle Cool Roof. Et l'idée est de mettre de la peinture blanche sur le toit. Alors là, c'était des toitures en zinc, en l'occurrence, qui sont sur des extensions avant, arrière, pardon, de maisons. En général, c'est des cuisines. L'idée, c'est de diminuer l'albédo de la toiture, c'est-à-dire de la rendre plus blanche, c'est-à-dire qu'elle va renvoyer beaucoup plus de lumière. Et donc, elle en absorbe moins, et donc, ça chauffe beaucoup moins. L'intérêt de cette proposition, c'est que ça se délave et donc quand vient l'automne et les pluies de l'automne, ça va partir doucement et pendant l'hiver, en revanche, on va garder les accumulations de chaleur dès qu'il y a du soleil. La troisième proposition, c'est le voile d'ombrage, une technique excessivement complexe. Alors, ce qui a été fait avec les étudiants, c'est de fabriquer un petit kit en impression 3D pour pouvoir fixer son voile d'ombrage sur n'importe quelle fenêtre. En l'occurrence, ce qu'on a testé, c'est un voile en lin gris, un système d'accroche à l'extérieur, et donc le déploiement est calculé pour éviter les apports directs de lumière solaire. Ça se fait relativement bien. L'idée, c'est d'avoir suffisamment de longueur de voile pour éviter les apports directs sur la fenêtre et aussi d'avoir un angle qui permette d'éviter les apports en été, mais si on a juste envie d'avoir un petit peu d'ombre en hiver, en revanche, le soleil peut passer en dessous, puisqu'il est beaucoup plus bas. Alors voilà, est-ce que vous souhaitez modifier vos votes? Ah, il y avait un commentaire, j'ai pas eu le temps de voir. Éviter de poser des tuiles noires. Oui. Et on avait aussi Michel qui disait que ça peut être aussi utile pour les voitures. Peinture blanche de toit très efficace sur une voiture. Le chaulage des serres est très efficace aussi. Pour l'instant, il y a personne qui garde. Bien, regardons. Alors, la première chose, c'est que les 3 propositions fonctionnent. Il n'y a pas une grosse surprise. Alors, comme la température est un résultat parlant, je vais parler un peu de température. Normalement, tout le monde la comprend. Loïc l'a détaillé un petit peu tout à l'heure. Scientifiquement, on s'intéresse plutôt à la chaleur. C'est ça ce qui sera notre juge de paix. Le premier graphique en bas à gauche, il nous montre l'effet de la peinture de toit. Alors, on a une zone qui était exposée. On a une zone donc, qui a été peinte avec la peinture blanche. Et vous voyez, donc la bleue, c'est la peinture, c'est sans peinture. La rouge, la orange, c'est avec peinture. Vous voyez que la température du toit diminue très, très, très nettement.
Et donc, en conséquence, la température à l'intérieur de la pièce diminue aussi assez. Mais sur le toit, c'est très très visible. Et vous voyez que la toiture en zinc, elle peut monter à 60 degrés. Et donc, tout ce qu'elle accumule, elle va le transférer doucement vers l'intérieur de la maison. J'ai le truc qui s'affiche partout, j'ai un peu de mal à gérer. Je suis pas très doué avec Je ça. peux, je peux lire les Allez. commentaires si tu veux. Oui, vas-y, s'il te plaît. Alors, il y avait Laurent qui partageait qu'il vient de changer sa façade et on lui a proposé de mettre des tuiles, enfin sa toiture, pardon. Il s'est corrigé. Il vient de changer sa toiture et on lui a proposé de mettre des tuiles avec un effet usagé, donc plus foncé. Dommage. Ah, c'est bien pour Euh, l'hiver. Hein. oui, à côté de ça. Et il y a Sam qui dit qu'il y a pas mal de gens remplacent les tuiles ocre classique par du noir qui est plus esthétique généralement, mais ils ne pensent pas au confort thermique l'été. Tout à fait. Voilà. Et je pense qu'il La y a aussi un deuxième. message de Michel. Désolée, je partage tout. Ouais, vas-y. Que le système de voile d'ombrage n'est pas utilisable quand il y a du vent latéral, son cas. Donc oui, c'est vrai qu'elle avait proposé tout à l'heure un drap fixe qu'elle met le matin, qu'elle enlève quand le soleil a tourné. Et donc c'était juste placer un drap blanc à cheval sur la fenêtre. Le drap à l'extérieur empêche la vitre de chauffer. Oui, Voilà. alors le voile d'ombrage, du coup, c'est mon deuxième graphique. Là aussi, il y a une différence assez nette. Hein. On voit que sans voile d'ombrage, là, la température montait vers 31 degrés et avec, se limiter à 27, ça fait quand même 4 degrés d'écart. 27, ça suffit pas forcément. Hein. Ça reste chaud et pas toujours agréable. Euh, Ça aide quand même énormément. Et même si vous décidiez de mettre un climatiseur parce que c'est difficile, vous avez besoin, et ben les 4 degrés qu'on gagne là avec le voile d'ombrage, c'est toujours ça en moins que le climatiseur devra tirer. Le voile d'ombrage, en effet, il nécessite d'être posé dehors. Là, les étudiants, ils auraient pu faire un petit effort parce que c'est que sur le dessus, le côté latéral n'est pas tout à fait réfléchi. Le soleil bouge. Par contre, là, c'était dimensionné pour tenir à des vents de 70 km/h, 60 ou 70 km/h, donc c'est faisable. Hein. C'est faisable. C'est une question de dimensionnement, de résister au vent. Et puis, si vraiment il y a du vent, on peut enlever le voile, on peut mettre juste des rideaux à l'intérieur. Il y a d'autres solutions. L'intérêt du voile d'ombrage par rapport à quelque chose qui soit réellement vertical, c'est de permettre quand même d'avoir des apports de lumière dans la maison. Parce qu'on aime bien avoir de la lumière. Il y Et avait le une dernier essai, petite c'est. Oui, question, tant oui. qu'on est sur... Enfin, bon, du coup, c'était plus sur le toit, mais il y avait une question de Michel. Quelle différence entre tuiles vernissées et non vernissées? Il faudrait faire les tests. Je ne vais pas me lancer sans résultats expérimentaux. Euh, J'imagine qu'il y a une part de réflexion de lumière qui est un peu différente. Et donc, on pourra avoir un résultat un petit peu différent. Je ne sais pas dans quelle mesure ça jouerait énormément. Là, ça va être fou. À tester. Ouais. Il y a la notion de tuile propre aussi qui joue par rapport aux tuiles sales. Le dernier essai, c'était voilà, la toiture végétalisée. Alors là, les mesures étaient intéressantes, mais on n'en avait pas assez pour tirer des conclusions, donc je me contente de vous montrer les résultats de la simulation. Donc, ouais, j'ai pas assez de données pour expérimentales pour confirmer ça proprement. La paroi extérieure estimée à faire posée par hypothèse à 52 degrés, on voit que la paroi intérieure sur le toit, enfin, en dessous du toit est à 28 degrés sur la partie gauche là, et sur la partie droite où vous avez le bâti et puis ensuite une couche de terre et une couche de plantes. La couche de plantes, en réalité, permet de diminuer excessivement vite la température. C'est la partie jaune-orange, là, c'est la partie chaude. Et dès qu'on rentre dans la terre, la température est déjà beaucoup plus basse et on arrive du coup à une paroi intérieure à 22 degrés au lieu de 28 degrés. Donc un gain de 6 degrés. C'est toujours ça le prix. Puis 22 degrés, ça devient viable. Tous ces résultats sont tout de même à prendre avec des pincettes, dans le sens où là, c'est un modèle parfait où tout se passe bien. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas.
Par contre, on sait aussi que dans le bâtiment, il y a toutes les notions de fuite thermique. Il peut y avoir d'autres paramètres qui interviennent, des endroits spécifiques où la chaleur est transmise très, très rapidement. Donc, il faut faire attention à ça, pas se dire c'est la solution universelle, mais dans l'ensemble, toutes les solutions que je vous ai présentées fonctionnent. J'ai une petite question de mon côté pour la toiture végétalisée. Comme sur l'exemple que tu montrais au début, c'était dans des cagettes. Mais Et donc ça marche, même si c'est sur des cagettes, ça fait le même effet? oui, oui, oui. Ouais, Oui, oui, parce que c'est vraiment une histoire de conduction thermique ici. d'accord. Euh, les plantes grasses permettent aussi de garder un terreau relativement humide, Mhm. Ok. ce qui Et- compte, ce qui compte ouais. pas mal. Il faudrait que ça, par contre, que ça couvre tout le toit plat ou alors rien Ouais. qu'une partie, ça. Ouais, tout. Bah, oui, oui, c'est mieux. Indéniablement, c'est Ok. beaucoup mieux. Ça Mais ça marche. limite en tout cas pas mal les apports quand même de chaleur. Mhm. Alors allons-y, il me restait au moins une chose à dire dans ma mémoire. Euh, le bilan, c'est quand même que sur la peinture de toit ou la végétalisation, on a environ 73% de diminution de flux de chaleur entrant. Et sur le voile d'ombrage, on était à 82% dans les conditions où on aurait pu encore éliminer un petit peu d'apport lumineux. Euh, donc le voile d'ombrage techniquement est vainqueur, mais en fait c'est pour une fenêtre, alors que les autres sont plutôt pour des parois opaques. Il faut combiner, simplement. Il faut combiner. Alors, il me reste encore une chose à dire, il me semble. Voilà, ça c'est la comparaison dans l'ensemble. Si ça ne suffit pas, un des points qui était ressorti, qui était assez intéressant des mesures, euh, c'est que les zones d'ombre à l'extérieur, typiquement sous un arbre, sont plus fraîches que l'intérieur d'une maison. Donc la meilleure solution, en réalité, c'est d'avoir une chaise sous un arbre. Si vous avez un inconfort thermique, si par chance le Wi-Fi mène jusque-là, vous pouvez même travailler. Mais c'était là que dans les mesures qu'on a faites, on avait les conditions les plus acceptables. On a un petit peu de courant d'air pour travailler, on a de l'ombre. Et donc un des points importants aussi, c'est le deuxième point que j'ai marqué, tout ce qui est fait en low-tech, j'ai commencé à le dire tout à l'heure, permettra de diminuer l'impact de ce qu'on fait déjà en high-tech pour compléter. Même si c'est juste pour compléter, euh, tous les degrés qu'on gagnera ici seront bons à prendre. Pour finir, ce sont aussi des solutions low-tech dans le sens où tout le monde peut arriver avec un peu d'aide à faire ça. Les coûts sont tout à fait modestes. On est de l'ordre de moins de la centaine d'euros pour mettre ça en place sur plusieurs mètres carrés. La difficulté d'installation, c'est surtout une question d'être capable d'aller se percher sur un toit ou de se mettre à l'extérieur de sa fenêtre. Si on est au troisième étage, c'est pas forcément évident. Mais voilà, la conclusion, c'est que tout ça fonctionne, apporte réellement quelque chose. Pas forcément au point où on aura tout le confort thermique qu'on espère, mais c'est toujours ça de gagner pour vraiment des efforts assez minimes. Et aussi de l'entretien assez minime a priori. Je ne sais plus s'il me restait une diapo, non? Oui, à température, c'est encore moi, température des parois? Non, c'est pas moi. Bien. Et ben je passe la main alors à Charles. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Donc, Charles Carbonel du cluster éco-construction. Donc, le cluster, c'est un réseau d'entreprises donc en Wallonie qui met en avant les acteurs de l'éco-construction et les solutions qui vont avec pour dynamiser le secteur et l'économie de l'éco-construction. Donc, voilà, on va parler plus bâtiments, matériaux de construction et rénovation, toujours dans le confort d'été ici. Donc, un des facteurs qui va beaucoup améliorer, c'est le concept d'inertie thermique. Alors, tu peux revenir laisser un petit peu. Inertie thermique, donc c'est quoi? C'est la capacité, en gros, à stocker la chaleur et la restituer petit à petit. Donc, ça dépend de pas mal de facteurs, surtout la masse, enfin la densité du matériau, mais pas que. Il y a aussi ce qu'on appelle la capacité à chaleur massique thermique et également la capacité d'isolation, le lambda, peut intervenir aussi. Donc, on a globalement deux paramètres qu'on appelle la diffusivité et l'effusivité qui définissent l'inertie. En gros, la diffusivité va être relative à la vitesse de propagation de la chaleur dans le matériau
Et l'effusivité va être relative au stockage de la chaleur et à sa diffusion le plus lente possible. Donc déjà, ajouter de l'inertie dans son bâtiment en été va apporter beaucoup d'avantages. Donc déjà, avoir une maison qui a des gros murs en pierre, en maçonnerie, béton. Et bon, alors ici, sur l'exemple, c'est du pisé. Donc c'est d'argile, la terre crue, va apporter énormément d'inertie. Donc ça va permettre de garder la chaleur, et plutôt ça absorbe la chaleur, donc ça va conserver la fraîcheur en été plus longtemps et ça va être plus résistant au changement de température, vu que s'il y a une forte inertie, ça va garder la chaleur beaucoup plus longtemps ou la fraîcheur beaucoup plus longtemps, et donc ça va être plus résilient face aux variations de température. Je peux passer. Donc en été, ce qu'on cherchera à voir au niveau de la surface des parois, ce sont des parois les plus froides possibles. Donc on peut aussi jouer sur la température de surface des parois. C'est ce que nous disait Loïc tout à l'heure, c'est vraiment la température opérative, la moyenne entre la surface des murs et la température intérieure. Donc avoir des matériaux, des surfaces qui sont froides va influencer le ressenti. Donc on va chercher à avoir des matériaux à forte effusivité thermique. L'effusivité, donc c'est le concept d'un matériau qui va absorber très rapidement la chaleur à la surface. Donc, typiquement, par exemple, tout ce qui est métallique, ça a une forte effusivité. Quand on met la main dessus, ça a une sensation de froid parce que ça absorbe assez vite la température de surface. Tandis qu'un matériau isolant comme le bois, ou en isolant, on aura une sensation plus chaude parce que ça diffuse beaucoup moins, ça conduit beaucoup moins. Donc en matériaux naturels, des matériaux comme l'argile, la chaux, la pierre sont des matériaux à très forte effusivité thermique et donc vont apporter cette sensation de fraîcheur en été qu'on recherche. Alors ensuite, on a l'isolation et donc on va aussi chercher en été à apporter de l'inertie dans l'isolation. Ça, ce sont les isolants biosourcés qui ont le plus d'inertie par rapport aux isolants conventionnels. Ils sont plus denses, ils sont un petit peu plus, oui, plus lourds proportionnellement aux autres. Donc les isolants biosourcés, les grandes familles, ce sont les fibres de bois rigides ou le liège, les laines végétales ou animales. On retrouve laine de bois, laine de chanvre, laine d'herbe, etc. Les bétons végétaux comme le chaux-chanvre, la boîte de cellulose, la paille et encore d'autres. Donc les isolants biosourcés ont une meilleure inertie, c'est-à-dire, dans un premier temps, diffusivité. Ils ont une faible diffusivité, c'est-à-dire qu'ils vont limiter la vitesse de propagation de la chaleur. Et donc ça va induire le déphasage. Le déphasage, c'est le temps que met la chaleur pour traverser une paroi. On a de déphasage, plus ça va décaler l'entrée de chaleur dans le bâtiment. Donc on a représenté ici un graphique avec le déphasage thermique qui a été calculé pour une même capacité d'isolation, une même résistance thermique, pour différents types d'isolants, les isolants conventionnels en bleu et les biosourcés en vert. Et donc on remarque bien que tous les isolants biosourcés ont un meilleur déphasage, qui va de quelques heures à 4-5 heures à 20 heures et plus de déphasage, ce qui va reporter l'entrée de chaleur à un moment où ce sera plus simple de la gérer. Donc on a pris par exemple une comparaison entre du polyuréthane où il faudra 12 cm, 3h30 de déphasage, avec de la fibre de bois rigide en 20 cm, 15 heures de déphasage. Donc si on considère par exemple que la chaleur entre à midi, la chaleur tape sur le toit à midi, est la plus forte, pour du polyuréthane, la chaleur va traverser le matériau et rentrer dans l'habitation à 15h30. Donc 15h30, impossible à gérer, ça va continuer à chauffer pendant toute l'après-midi. Tandis que la fibre de bois, avec ses 15 heures de déphasage, la chaleur va commencer à rentrer à 3h du matin, ce qui est beaucoup plus gérable pour évacuer la chaleur avec des grandes ventilations nocturnes. Donc voilà, le déphasage peut tout à fait contribuer à garder les parois plus fraîches pendant la journée et garantir donc un meilleur confort.
Et alors, deuxième facteur, tu peux passer à la suivante, c'est l'effusivité. Et là aussi, l'effusivité est meilleure pour les isolants biosourcés. C'est-à-dire que là, c'est pas le déphasage, c'est la capacité à stocker la chaleur et la restituer beaucoup plus doucement. Donc là, ils ont une effusivité plus forte. Donc c'est là que je joue aussi l'inertie. Et donc, non seulement ça va ralentir avec le déphasage, mais les éléments biosourcés vont plus stocker la chaleur et donc la restitution va être beaucoup plus faible. Donc ici, par exemple, on a comparé un isolant en EPS 18 cm avec un bloc de chaux-chanvre. Bon, ça isole, ça isole un peu moins, donc il faut mettre une plus grosse épaisseur, à savoir 35 cm pour même capacité d'isolation. Mais le bloc de chaux-chanvre est beaucoup plus lourd grâce à la chaux, beaucoup plus inertiel. Et donc, même avec les 20 heures de déphasage qu'on calcule, déjà, ça retarde vachement, mais en plus, il stocke et il restitue très très peu de la chaleur. Donc voilà, effusivité et diffusivité, ce sont deux paramètres qui jouent et qui vont vraiment apporter ce qu'on appelle l'inertie globale. Donc voilà, dans les isolants, c'est ça qu'on veut retrouver. Ça, c'était pour la température des parois. Pour l'été, et donc pour l'humidité relative, on va retrouver, pour réguler l'humidité, les enduits. Les enduits à l'argile ou à la chaux vont être assez efficaces pour réguler l'humidité. Donc l'argile ou la chaux ont cette capacité de régulation naturelle de l'humidité, donc elles vont absorber l'humidité excédentaire et vont la restituer quand l'air est plus sec. Donc ça va être assez utile quand justement quand on a excès ou d'humidité ou justement pas assez. Donc retrouver le graphique de Loïc tout à l'heure. Tu peux passer à la slide suivante. Donc ça a représenté les zones de confort. Là, donc typiquement quand on a plus d'humidité dans la zone 2, eh ben, les enduits vont absorber l'humidité, on retourne à la zone 4, et pareil quand c'est trop sec, pour autant qu'il y ait eu l'humidité qui a été emmagasinée, bah, elle va la restituer. Donc on va vraiment plus facilement pouvoir gérer l'humidité avec des enduits qui sont comme ça, qui régulent l'humidité. Alors, on a, par rapport à tout ce qu'on a dit sur les isolants, sur les parois fraîches et sur l'humidité, on a un combo gagnant qui coche toutes les cases pour la rénovation intérieure des logements. C'est l'isolation par béton végétal, donc le chaux-chanvre en bloc par exemple, avec un enduit minéral à l'argile ou à la chaux. Donc le bloc de chaux-chanvre va amener la correction thermique, donc l'isolation, donc ça va réduire l'écart de température entre l'air et les parois. L'inertie, à la fois par le bloc, la chaux et l'enduit argile intérieur. Et on a la régulation de l'humidité, à la fois par l'argile, mais aussi par le chanvre et la chaux que contiennent les blocs de chanvre. Donc c'est une solution vraiment idéale pour l'isolation, pour le confort d'été, parce que ça va apporter l'inertie et l'isolation dont on a besoin, le déphasage et le stockage de chaleur. Et donc ça garde la fraîcheur. C'est un exemple parfait de ce qui marche le mieux. Ensuite, on a le paramètre suivant, la vitesse de l'air. Que peut-on faire pour jouer sur la vitesse de l'air en été? Donc, dans les zones de confort, il faut savoir que quand on augmente les vitesses de l'air, on peut tolérer une température plus importante et une humidité plus importante. Donc, on peut élargir les zones de confort, comme on voit en jaune ou en rouge, avec des vitesses d'air un peu plus importantes. Donc, entre 0,5 ou 1 mètre par seconde. Ça, on va pouvoir avoir des ports thermiques sans, on va dire, la pièce. Donc, un des moyens pour y arriver, c'est d'assurer une ventilation dans le bâtiment, ventilation naturelle au possible. Donc, on a différents types de stratégies. Soit on fait vraiment un petit courant d'air, faible vitesse d'air. Ça favorise l'évapotranspiration. Donc, comme on disait, ça régule beaucoup mieux la température. Ou alors, on peut faire une surventilation, soit direct, on ouvre tout et on remplace l'air intérieur par de l'air frais, soit en différé. Donc, on peut aussi
concevoir les choses pour que ça refroidisse pendant la nuit, par exemple, en frigo-lit. Et donc, on va favoriser à ce moment-là la décharge des matériaux qui ont capté la chaleur par ce flux d'air frais et par un déstockage, donc par les matériaux qui possèdent de l'inertie, donc typiquement les structures ou alors les enduits, à la chaux par exemple. Et donc ça, c'est le principe de ventilation pour autant que l'air extérieur soit plus frais. Il y Et a alors, Maxime qui parle aussi d'un ventilateur de plafond, faible consommation si moteur DC et vitesse très élevée. mais vous anticipez tout ce que je vais dire, vous allez Ah voir, bah. on n'est pas y arriver. Donc voilà, effectivement, là, un petit courant d'air frais, généralement, on n'a pas des vitesses d'air qui sont faramineuses, sauf si on fait vraiment des gros courants d'air, mais par des petites ventilations, on n'a pas des très gros débits. Donc une bonne solution, effectivement, ce sont les brasseurs d'air à apporter à l'intérieur, ce qu'on appelle les ventilateurs de plafond. Ça favorise tout autant l'évapotranspiration et l'évacuation de la chaleur du corps. Alors, par rapport à un climatiseur, ça ne va pas refroidir l'air ambiant, mais ça va abaisser la température ressentie, justement en augmentant la vitesse de l'air et en augmentant, en étendant, oui, c'est ça, la zone de confort. Donc, comme Maxime l'a dit, un brasseur d'air consomme déjà beaucoup moins qu'un climatiseur. On parle de 15 à 40 fois moins d'énergie. Donc, c'est à peu près l'énergie d'une ampoule, 10 à 40 watts. Par un moteur à courant continu DC, ils sont beaucoup plus silencieux et ça assure un flux assez large et une vitesse beaucoup plus réduite par rapport à des ventilateurs sur pied. Donc, c'est effectivement beaucoup plus confortable, c'est quasiment inaudible. Et c'est une très très bonne solution pour se rafraîchir en été. Alors que ça a une image un petit peu désuète, on imagine toujours les brasseurs d'air dans l'inconscient collectif aux îles pays coloniaux, etc. Mais comme on voit ici avec la photo, ça peut être très esthétique et bien intégré dans nos intérieurs modernes. Euh, Très très efficace par rapport à la vitesse de l'air. Voilà quelques solutions pour le confort d'été. Alors, le confort d'été avec ça. Donc, à tout ce qu'on vient de dire, auriez-vous maintenant des idées pour agir sur le confort thermique en hiver? Suggestion ouverte. Il y a Sam qui propose revêtement intérieur adapté sur les murs pour lutter contre le phénomène de parois froides. Oui. Sans des pulls pour toute la famille. On en a parlé tout à l'heure, tout à fait. Alors, et je vois dans la question-réponse une nouvelle de Michel. Brasseur d'air. S'il augmente l'évapotranspiration, il faut faire attention à la gestion de l'humidité de l'air. Alors, donc c'était plus un commentaire par rapport à avant. Tout à fait. Une gestion, qui sont tout à fait bonnes. Le revêtement intérieur, ça se fait beaucoup plus adapté aux bâtiments. Calfeutrer pour éviter le courant d'air, oui, tout à fait. On devra agir sur la vitesse de l'air. Passer à la suite alors. On va entrer dans le. Ah, alors, voilà, les autres réponses. Panneau réflecteur derrière le radiateur pour augmenter le rayonnement, tout à fait. Toiture en EPDM. Ça, on revient sur le confort d'été. Il ne faut pas trop calfeutrer parce qu'il faut toujours assurer la ventilation. Donc, c'est vrai que sans ventilation, il faut toujours assurer comme on disait, on peut influencer le ressenti par les parois. Donc, tant en été, on voulait des parois froides, en hiver, on va rechercher à avoir des parois chaudes.
Donc, on pourrait alors utiliser en hiver des matériaux de finition à faible effusivité thermique. Donc là, c'est des matériaux beaucoup plus isolants, comme le bois. Bon, c'est vraiment directement plus chaleureux, rien qu'à l'œil. Des bois, le tissu, le feutre isolant, des choses comme ça. Donc tout le challenge, ça va être de gérer l'équilibre entre l'été et l'hiver, avec les parois froides recherchées en été, des parois chaudes recherchées en hiver. Et donc, il faudra jouer un peu avec les deux pour pouvoir avoir l'un ou l'autre en fonction. Donc, ça dépendra du bâtiment, ça dépendra peut-être un peu de la configuration, mais donc voilà. En hiver, en tout cas, ça augmente la température ressentie d'avoir des parois, par exemple en bois ou en tissu. Donc, on parlait effectivement aussi des rideaux. Effectivement, c'est des concepts qui ne datent pas d'hier. Donc, si tu peux passer, c'est ce qu'on faisait. Non, il y avait encore une entre les deux, normalement. Et en arrière. C'est ce qu'on faisait dans le temps, donc avec les tapisseries qu'on mettait dans les grandes bâtisses, les boiseries également. C'était ça qu'on les faire chercher, c'était vraiment couper les effets parois froides. Euh, c'était un peu comme ça qu'on isolait dans les temps anciens. Et c'est ce qu'on peut toujours faire pour couper le froid. C'est ce qu'on fait quand on met des rideaux épais devant les fenêtres. L'effet paroi froide, ça fonctionne dans le ressenti, mais ça ne remplace pas une bonne isolation. Une isolation suffisante et de bonne qualité. Une isolation qui va éviter les déperditions thermiques, éviter les mouvements d'air quand on aura une bonne étanchéité à l'air. Ça va de pair avec l'isolation. Et l'isolation va protéger autant en hiver qu'en été. Alors, en jouant sur l'humidité relative, je reviens sur l'isolation. Pour aller de pair avec une bonne isolation, on va rechercher d'avoir une étanchéité à l'air et on va aussi essayer de favoriser le transfert de vapeur d'eau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on veut déjà éviter d'avoir de l'air qui traverse l'isolant, parce qu'un isolant avec de l'air qui circule n'isole plus, c'est l'air immobile qui isole le bâtiment. Et donc, pour ça, on va aller chercher à avoir l'étanchéité à l'air la plus efficace et la plus continue possible. Par contre, on va vouloir rechercher en même temps d'avoir un équilibre de vapeur d'eau. Et donc, quand on va aller, on va aussi rechercher avec des couches de plus en plus perméables à la vapeur d'eau au fur et à mesure qu'on va vers l'extérieur. L'humidité excédentaire, en hiver, elle aura envie de ressortir par l'extérieur, mais ça peut être l'inverse en été, où l'humidité aura envie de re-rentrer à l'intérieur. Donc pour ça, on a à l'air des membranes qui existent comme les freins de vapeur, mais si on veut qu'elle laisse passer l'humidité, on va plutôt utiliser un frein de vapeur qui va bloquer une grande partie de l'humidité, mais qui va laisser en échapper un tout petit peu de manière contrôlée. Et un frein de vapeur hygrovariable va pouvoir laisser échapper plus ou moins l'humidité en fonction des conditions de température et d'humidité. Donc, il va laisser traverser l'humidité dans un sens, voire dans l'autre. Les freins à vapeur hygrovariables et les isolants biosourcés vont permettre la diffusion de vapeur d'eau vers l'extérieur. Et ça, c'est pertinent à la fois pour les bâtiments neufs, mais aussi pour les bâtiments anciens, pour lesquels on a de l'humidité souvent qui est inhérente aux matériaux, aux murs, et qui y a besoin de s'évacuer. Une humidité qui vient souvent du sol, et donc certainement pas enfermer le mur entre deux couches étanches. Il faut que l'humidité puisse s'évaporer. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de concevoir les choses avec des isolants qui sont compatibles et permettent la vapeur d'eau, et aussi un frein de vapeur qui soit efficace. Donc, je n'ai parlé, soit on a des membranes frein vapeur, ou alors ça peut aussi être assuré par les enduits, argile, chaud notamment, euh, qui vont assurer l'étanchéité à l'air, mais qui vont garder cette perméabilité à la vapeur d'eau, euh, comme, euh, tout comme une régulation dont on a parlé. Le tout, c'est de faire attention
aux jonctions, les bords du mur. Que ce soit pour garantir la continuité avec les autres éléments, planchers ou murs. Et donc le dernier paramètre, c'est l'humidité relative. Donc là, comme tout à l'heure, les mêmes enduits, l'argile et la chaux, vont être utiles aussi en hiver. Donc ça, c'est valable pour toutes les saisons. Garantir un équilibre d'humidité idéal, humidité excessive ou suffisante, les enduits vont les récupérer naturellement. Avant de passer là-dessus, peut-être il y avait eu quelques Oui, commentaires en plus. oui. Il y avait Cathy qui parlait d'avoir des persiennes aussi comme solution. Et Christophe Liénard qui disait pour un logement ancien, les fuites d'air sont importantes et nombreuses, on peut en calfeutrer. En réaction au pas calfeutrer trop quand même, je pense. Et sur un logement récent qui a une ventilation, on peut calfeutrer aussi tant qu'on garde le système de ventilation en service et les entrées d'air des menuiseries ouvertes. Oui, ça dépend. Mm. Chaque système de ventilation, parfois, nécessite des mouvements entre d'une pièce à l'autre. Par exemple, quand on a une extraction dans les pièces humides, il faut que l'air puisse y arriver. Donc, il faut toujours avoir un passage d'air vers les pièces humides qui extraient. Ça va pas être pareil dans tous les systèmes. Et les bâtiments anciens, c'est souvent en ventilation naturelle. Donc, on compte sur les imperfections pour faire entrer l'air frais. Mais bon, s'il y en a beaucoup, effectivement, autant calfeutrer. Et les persiennes, c'est plutôt pour le confort d'été, Oui. protection Ah. solaire. Mm. Surtout si elles sont à l'extérieur. Mm, mm. D'accord. Mais si jamais la proposition avait été mise pour le confort d'hiver, est-ce que c'est pertinent pour le confort d'hiver ou alors au contraire, il faut laisser tout grand ouvert pour laisser rentrer le soleil, le potentiel Oui, soleil? en confort d'hiver, on a plutôt envie de laisser entrer le soleil. Donc, c'était plutôt pour le confort d'été. D'accord. Merci. Donc voilà, on a terminé les solutions qui sont de l'ordre bâtimentaire pour améliorer le confort thermique en mode low-tech. Donc, j'ai repassé la main à Loïc. Ouais, donc moi je vais reprendre sur plutôt les actions qu'on peut mettre rapidement chez soi en place, un peu plus comportementales. Donc comme je l'ai un peu décrit tout à l'heure, l'activité physique, bah, ça peut avoir un grand impact. Alors toutes les activités physiques sont évidemment pas possibles, hein, on ne peut pas commencer à faire le ménage en même temps qu'on travaille, mais en fait il y a plein d'astuces pour pouvoir activer son métabolisme de façon assez facile. Par exemple des petits pédaliers qu'on peut mettre sous son bureau. Et donc en pédalant, c'est une façon d'activer son métabolisme. Une autre façon de faire, c'est les ballons. Donc c'est des ballons de gainage. En fait là, le principe, c'est qu'on va tout le temps devoir un peu chercher à se rééquilibrer. Donc on doit rester droit et garder sa posture. Et ça aussi, ça nous permet de passer de 1 mètre à 1,2, 1,3, 1,4. Donc c'est des façons en fait ultra simples, ultra faciles pour s'activer. Et peut-être un peu plus connu, un peu plus corporate, c'est les bureaux montants. Donc là, en fait, on est debout et donc on peut avoir un métabolisme qui est bien plus actif. Donc ça, c'est très, enfin, il y a certaines entreprises qui sont répandues. Moi, je connais des collègues qui en ont. Ça, c'est une vraie façon d'activer son métabolisme très facilement en étant au bureau. Donc voilà, l'idée ici, c'est de vous présenter plein de façons de faire. Et puis, bah, il y en a plein qui ne seront pas adaptées pour vous, mais je suis sûr qu'il y en a certaines qui le seront. Et donc voilà, c'est une façon de faire. Et c'est des idées qui peuvent paraître parfois un peu loufoques, mais quand moi j'ai été faire des tests, typiquement il n'y a pas si longtemps que ça à Centrale Lille, je suis arrivé dans le bureau d'une participante et elle avait en fait ça, c'est un ballon, donc on le remarque presque pas, c'est un tabouret, mais en fait à la fin, enfin en dessous, c'est un petit peu le même principe qu'un ballon, donc elle est tout le temps en déséquilibre, donc elle doit chercher à s'équilibrer en permanence, et grâce à ça, ça lui permet, donc elle, je pense qu'elle fait ça pour des raisons médicales, mais ça lui permet aussi d'avoir des gains faciles en activation métabolique. Donc c'est quelque chose qui est vraiment une idée assez pertinente et au final extrêmement facile à mettre en place chez soi, parce que déjà certaines personnes le font. Donc sur la vitesse de l'air, ben, Charles vient d'en parler longuement et ça fait écho à certains messages qui ont déjà été passés. Bien sûr, calfeutrer, ça peut être une idée. Maintenant, de nouveau, comme disait Charles, il faut faire un peu attention comment on fait. Que la grande idée dans la ventilation, c'est de faire rentrer de l'air par les zones sèches, donc par exemple les chambres, par exemple les bureaux, ce genre de choses, et l'évacuer par les zones humides, donc les toilettes, les sanitaires et autres. Donc il faut essayer de ne pas bloquer ce passage-là. Mais c'est sûr que toute infiltration dans une vieille maison, bah, c'est de l'air qui rentre et qui part en emportant avec elle son énergie.
Bon, l'avantage avec ça, c'est que c'est bien ventilé, donc on respire de l'air qui est plus sain, mais le désavantage, c'est qu'on perd aussi de l'énergie, tout l'intérêt et les discussions qu'il y a sur les ventilations mécaniques contrôlées avec récupérateur de chaleur. Et là, on quitte un peu la sphère low-tech, mais ça reste quand même aussi des dispositifs qui sont quand même intéressants et importants. Et puis, donc Charles l'a aussi mentionné, mais tout ce qui est rideau et rideau thermique. Donc, la différence entre le rideau thermique et le voile d'ombrage, l'avantage du voile d'ombrage, c'est qu'il va en fait couper l'apport solaire à l'extérieur de la maison. Donc, ça veut dire que le rayonnement, il reste dehors et donc il n'est pas transmis à l'intérieur. Le problème d'un rideau, c'est que l'air va quand même être accumulé sur le rideau, donc va quand même participer à réchauffer la maison. Mais bon, parfois c'est plus simple, ou parfois pour des questions de patrimoine, on ne peut pas toucher à la façade. Donc les panneaux thermiques sont une bonne solution. D'ailleurs, tout ce qui est aussi screen solaire, c'est des solutions qui existent aussi en extérieur. Il peut aussi exister des casquettes, des espèces de balcons qui sont un peu plus hauts, qui permettent de couper les gains solaires. Donc tout ça, c'est des dispositifs plus bâtimentaires, mais qui sont pertinents. Et le rideau, ça l'est un petit peu, mais quand même à la portée de beaucoup de monde de changer ses rideaux chez soi. Et enfin, les vêtements. Donc, les vêtements ont un énorme poste de potentiel. Donc, déjà aussi briser un mythe, je trouve, c'est en fait, on peut porter plusieurs vêtements sur soi et garder un look professionnel. C'est quelque chose qui était revenu parfois dans des discussions. Donc là, je vais essayer de m'efforcer de vous montrer ça. Mais ici, typiquement, les mannequins, ils portent plusieurs pulls où on voit des pantalons plus épais, plus en laine, des chaussures plus épaisses. Tout ça, ça contribue à pouvoir s'habiller plus chaudement chez soi dans des espaces de travail aussi, tout en gardant des looks tout à fait professionnels. Et donc, pour ça, il y a plein d'astuces qui existent. Donc, mettre des vestes de costume sur un double pull, une écharpe à l'intérieur. Voilà, il y a aussi pour les femmes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait faisable et qui est possible. L'écharpe à l'intérieur est aussi quelque chose qui est de plus en plus accepté. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression dans mes cercles, c'est peut-être moins le cas chez vous. Mais c'est aussi, en fait, l'écharpe, c'est une super bonne astuce parce qu'au final, ça a une grande écharpe. On n'est pas loin d'un plaid. Donc, on peut aussi s'en servir pour la mettre sur ses jambes si on a froid. D'ailleurs, très souvent, quand on est assis, les zones où on a le plus froid d'un point de vue vestimentaire, ça va être les épaules et les cuisses parce qu'en fait, la gravité s'applique à ces endroits-là. Donc en fait, la gravité vient tasser, si vous voulez, vos vêtements à ces zones-là. Donc comme ils sont tassés, ils peuvent moins compacter d'air avec eux, et donc ils vous isolent un petit peu moins bien. C'est pour ça que ce sont souvent des zones qui sont un peu plus froides. Donc un plaid supplémentaire, c'est une façon aussi d'aider. Ou c'est vrai qu'ici, je ne l'ai pas mis dans les slides, je pense, mais un plaid au bureau qu'on met sous sa chaise, personne ne le voit, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait faisable. Et alors, pour vous montrer que c'est d'autant plus quelque chose qui peut se faire, même des grandes marques jouent un petit peu sur ce symbole. Bon, là, il y a peut-être un aspect commercial derrière, mais pour montrer que les superpositions de vêtements chauds, en fait, c'est possible. Avec, par exemple, ici, Giorgio Armani, on voit un pull à tirette, et en dessous, on voit que le mannequin a aussi un pull. Voilà, ici, d'autres exemples. Enfin, on en trouve assez facilement et on en trouve plein. Ils ont peut-être plus un but commercial, ça c'est très possible, mais en attendant, ça illustre en fait des façons de faire. Alors ça c'est pour aussi tout ce qui est les vêtements visibles, mais il y a aussi tout ce qui appartient aux vêtements invisibles avec les sous-vêtements thermiques. Donc pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir au ski ou d'aller en montagne, eh bien très souvent on peut utiliser des vêtements thermiques à cet endroit-là, enfin à ce moment-là, pardon. Donc ça a l'immense avantage d'être parfaitement invisible et leur efficacité est quasiment plus grande que deux pulls réunis. Donc avec ça et deux pulls, on a vraiment paré pour pouvoir diminuer la température chez soi si on veut, en plus d'être invisible et de, au final de ne pas être très contraignant. Il en existe pour hommes, pour femmes, dans plein de marques. Dans la région du Nord, on connaît le légendaire Damar. Bah, voilà, il y a maintenant plein d'autres marques concurrentes qui existent aussi, mais Damar est toujours là aussi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une façon très facile en fait d'augmenter très fortement ses vêtements. Donc, quand tout à l'heure je disais, bon, ben, faire ses vêtements x2, ce serait comme mettre deux fois des paires de chaussures, deux fois des pantalons. Ben, en fait, non, il y a plein d'autres astuces pour ne pas devoir faire tout ça. Ou alors on peut aller à 180 degrés et avoir des plaids, des plaids pulls ou autres. Moi, c'est pas mon délire. Mes colocs aimaient beaucoup, mais vous le verrez un peu plus tard. Typiquement pour les soirées télé, en fait, on peut aussi interroger un peu son rapport à la chaleur dans ces moments-là. On rentre du travail. Est-ce que si par exemple on regarde la télé de 20h à 23h, on a besoin de chauffer toute la maison?
ces plaids-là, en plus d'être extrêmement cosy, voilà, c'est aussi une façon de faire peut être, qui peut être intéressante, hein. Donc là, on vous a un peu montré dans une première partie tout un petit peu les notions théoriques qui nous ont servi pour vous donner des cas pratiques pour le confort d'été et le confort d'hiver. Moi, maintenant, je vais vous présenter le slow heating. Mais avant ça, je vais vous demander, est-ce que vous connaissez ce que c'est le slow heating? Et vous comprendrez pourquoi c'est la suite de notre présentation. Alors, pour les moins francophiles, moins anglophiles du groupe, slow heating, ça veut dire lentement le chauffage, globalement. Donc, on a Laurent qui ne connaît pas. J'espère que je vais t'apprendre quelque chose du coup. Tac. Chauffer les corps, moins les murs. Ah, je vois quelqu'un qui connaît bien. Maud aussi. Maud, elle triche un petit peu, hein. Oui, et Maxime qui connaît bien, visiblement. Je pense que Sam, non. Comme il a mis une croix rouge. Ah oui, c'est vrai, Sam aussi. Donc super, donc en gros le slow heating ça vient un petit peu de toute la réflexion qu'on vient d'avoir avant, c'est de se dire mais en fait la température c'est très chouette, ça participe au confort, mais au final la température ça coûte très cher et ça casse un peu la planète. Et donc on va essayer de trouver d'autres façons de rester confortable tout en diminuant le plus possible la température, ce qui permet en fait de gagner d'un point de vue monétaire et d'un point de vue CO2, parce qu'en fait on gagne tout simplement d'un point de vue énergétique. Donc l'idée, c'est un petit peu ça, c'est de vivre dans des températures plus basses et de trouver plein de façons d'être confortable d'un point de vue de chauffage. C'est vrai qu'ici, on ne vous a pas présenté non plus tout ce qui est équipement de chauffage de proximité. Donc je vais peut-être un peu les présenter ici sur cette slide. Donc on voit que les deux personnes qui discutent, elles sont à côté d'un panneau radiant. Donc le panneau radiant, c'est vraiment ça, c'est un espèce de petit carré comme ça qu'on peut poser ou intégrer dans le mobilier qui va chauffer, et tout comme, en gros, ça va jouer sur les mécanismes physiques qu'on avait décrits juste avant, ça va venir rayonner vers les individus pour pouvoir les réchauffer directement là où ils se trouvent. Donc c'est une façon de se chauffer qui chauffe localement, où on a la personne qui est dans le canapé, qui lui est dans une couverture chauffante, dont j'ai peut-être une slide que je pourrais vous présenter. Donc ça, l'idée, c'est d'avoir vraiment des petits îlots de chaleur, et donc comme disait Maxime, chauffer les corps et moins les murs. Donc voilà, ça a l'avantage que du coup, chaque personne va pouvoir choisir sa température parce qu'il va pouvoir s'habiller comme il le souhaite, activer son métabolisme comme il le souhaite, ou activer des équipements chauffants aussi comme il le souhaite. Et donc ici, les résultats à gauche, ça vient de moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait un mémoire sur l'intégration du slow heating en côte, et on est passé d'une moyenne de, on va dire, 20, 18 degrés, quelque chose comme ça, à une moyenne de 14,63. Et donc on a économisé 1520 € en un hiver en coupant globalement par deux notre facture de gaz pour une augmentation de 0,7-0,8% d'électricité, donc quelque chose d'absolument dérisoire, en jouant sur tous les paramètres comme on vous l'a dit. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein, chacun trouve celui qui lui correspond et ça marche. Donc voilà, nous ça c'était les températures qu'on avait dans toutes les chambres de ma colocation et dans le commu. Donc le commu c'est un peu ce qu'on appelle le salon, hein, c'est dans le jargon étudiant c'est l'espace commun quoi. Donc voilà, il y a eu une période un peu plus froide et donc on voit que la température est descendue. Et alors aussi important de le dire, c'est que c'est une moyenne cette température. Ça veut dire qu'on n'était pas à 14,63 tout du long, hein. Bien sûr sur le degré, sur le graphe, si vous prenez les 15 degrés et vous tirez une droite horizontale, mais vous voyez qu'au final il y a de nombreux moments où on était au-dessus. Et c'est parce qu'on peut très bien être à 17-18 quand on est chez soi, et puis on coupe quand on n'est pas chez soi, et donc forcément, au plus le bâtiment est moins performant, au plus la température va diminuer. Et après, donc voilà, dès qu'on arrive, on relance la température, mais c'est vraiment avoir cette température de fond quand on est là. Quand on n'est pas là, on n'a pas besoin de cette température de fond. Et puis après, avec tout plein d'autres paramètres, le vêtement, l'activité et tout ça, on arrive à être confortable. Et donc voilà, donc nous on a économisé entre 30 et 50% de la consommation d'énergie. Pourquoi est-ce que c'est jamais aussi précis que ça? C'est parce que dans notre colocation étudiante, on avait, et c'est assez atypique, mais on avait un poêle. Et donc quantifier en fait la consommation de biomasse, c'est assez compliqué. Parce que forcément, toutes les bûches viennent pas du même arbre, toutes les bûches sont pas à la même humidité, et toutes les bûches ne sont pas brûlées de la même manière. Donc, c'est pas aussi simple que de savoir combien de mètres cubes de gaz on consomme. Je vais créer une réaction, surtout que les pertes thermiques sont proportionnelles au delta de température. Oui,
Donc plus on diminue ce delta, plus on réduit les pertes thermiques. Donc c'est exactement pour ça que ça marche. Donc en gros, ce que décrit Sam, c'est... donc il y a souvent ce débat de est-ce qu'il faut couper le chauffage quand on part chez soi? La réponse est absolument oui. Pourquoi? Parce que Sam vient de vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, du coup, bah, comme la température diminue, les pertes sont moins grandes et donc du coup on perd moins et donc il faut vraiment couper le chauffage quand on part chez soi. Si on peut faire une analogie aussi avec une bouteille d'eau, bah, si en fait la bouteille d'eau elle est remplie d'eau et puis que vous faites un trou, bah, au début l'eau elle va partir très vite et puis ça va ralentir. Bah, c'est pareil dans votre maison. Votre maison elle est remplie d'eau et donc l'eau elle va quand vous coupez chez vous, hop, elle va diminuer, mais elle va diminuer de moins en moins vite. Et donc, quand vous allez remplir, vous avez moins à remplir que si vous deviez tout le temps remplir l'eau qui était en train de partir en même temps. Donc voilà, couper le chauffage chez soi quand on part. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, mais si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est couper le chauffage chez soi, c'est absolument important. Parfois, certains chauffagistes disent encore que c'est pas nécessaire, mais c'est testé et numériquement et dans la pratique. Donc, croyez-moi, c'est vraiment le cas. Et ça permet des grandes Et, économies. Oui. et du coup, est-ce qu'il y a une limite ou faut pas, si on part une journée de chez soi, est-ce qu'il faut ne pas diminuer de trop le chauffage ou... Donc, il y a pas, surtout quand on n'est pas chez soi, enfin, voilà, quand on part en vacances, vraiment on coupe tout. Si vous revenez Oui. que votre maison elle est à 12 degrés, ben, il n'y a aucun souci. Ça lui mettra plusieurs heures pour remonter en température. Si c'est quelque chose qui vous fait très peur, vous pouvez aussi, soit si vous avez des moyens de programmer à l'avance, ben, c'est possible de programmer à l'avance une remontée en température. Ou sinon, vous demandez à quelqu'un de venir repasser ou vous acceptez d'avoir un peu plus froid pendant ces moments-là. Mais ça n'a pas vraiment de sens de dépenser de l'argent, à chauffer une maison pendant 2 semaines. Ce qu'il faut faire quand même attention quand la température descend, c'est on revient en graphique avec l'humidité, c'est que l'humidité augmente Mhm. et à partir de certains pourcentages, ça devient dangereux. Tant que vous êtes au-dessus de 17 degrés et que votre maison est saine, a priori, il n'y aura jamais de problème. Mais dans tous les cas, le mieux, c'est d'acheter un petit afficheur d'humidité. Ça coûte vraiment 2 euros dans des magasins comme Nature et Découverte et autres. Et si vous êtes au-dessus de 70%, ben, il faut ventiler. Mais comme dans tous les cas, il faut toujours ventiler. Si vous ventilez suffisamment, normalement, il n'y a pas de souci. Mais c'est un grand si, et on sait que dans la pratique, on ventile souvent beaucoup trop haut par rapport à ce qu'on devrait, d'un point de vue sanitaire, donc tant d'un point de vue odeur que polluant qu'il y a dans la maison que d'humidité. Et donc voilà. Slow heating va avec ventilation et il faut ventiler, c'est important. Et malgré la ventilation plus importante, on consomme quand même beaucoup moins d'énergie. Juste une question en plus de Ouais, Michel qui retournait sur le panneau radiant, sur le mur. ouais. Mhm. Est-ce qu'on peut en mettre un sur le mur, mais au niveau des genoux, donc sous le bureau? Ouais, alors j'ai pas ici de photo de panneau radiant, mais j'ai toujours mon écran qui est partagé hein, ici. Hop, Oui, oui. panneau radiant, tac. Si je vais juste vous taper ça sur Google Images, vous allez tout de suite voir à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est plutôt des panneaux radiants type industriel, donc beaucoup plus puissants, mais ça peut ressembler à ça. Donc c'est juste un carré. Attendez, je vais vous mettre en portatif, que vous voyez. Tac. Voilà, ça peut ressembler à ça, et ça, on peut le mettre au niveau des pieds. Celui-là, il a l'avantage que quand vous tapez dessus et qu'il tombe, ben, il s'éteint automatiquement. Donc ça, c'est un avantage. Mais sinon, vous en avez des petits comme ça, vous voyez, que vous pouvez mettre sur votre bureau, que vous pouvez déplacer en fait où vous voulez en les déplaçant. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Ça reste quand même une puissance qui est non négligeable. Le panneau radiant, c'est 300 watts, donc c'est quand même un peu important, sachant qu'un radiateur, on est plutôt de l'ordre de 1500 watts. Donc, on a quand même divisé par 5 la consommation. Mais, euh, mais voilà. Et donc ça, c'est les fiers colocs avec qui j'ai fait l'expérience et avec qui je vous présente les résultats. Vous voyez, eux, ils avaient opté pour les gros plaids, hein, comme la coloc à droite. Moi, j'étais plutôt team les gros pulls. Et si vous voulez, avec VLL, on organise des ateliers de construction de vêtements chauffants. Donc ça, je l'ai fait à Tournai avec Maud il y a un petit temps. Donc les prochains, ce seront, malheureusement, il faudra un petit peu attendre quelque chose comme 6 mois, l'arrivée de l'hiver. Mais donc on est avec des couturières qui nous aident à coudre. Et dedans, on place des fils chauffants et après, on a une couverture. Donc ça, dans cette couverture, il y a un élément chauffant et donc la couverture est chauffante et elle permet directement, par conduction, là, venir vous réchauffer pour bien chauffer la personne et pas le reste du bâtiment. Donc voilà, il nous reste un petit peu de temps. Donc oui, vêtements chauffants, il existe aussi plein de vêtements chauffants, il y a plein de marques, de plus en plus, et ça devient de plus en plus qualitatif aussi. Donc ça, c'est un avantage d'être portatif. Le problème ici de la cape, c'est que bah, il faut être branché, donc
on peut pas bouger, quoi, mais pour les soirées canapé, pour le télétravail, en fait, beaucoup de nos activités, au final, sont très statiques. Donc, c'est très adapté. Moi, je viens d'avoir j'ai un nouveau petit chat qui vient de débarquer chez moi et il a bien aimé se poser dessus aussi. Donc, voilà. Et il existe plein d'autres choses chauffantes aussi. Il y a des tapis de souris chauffants, ça c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, des sièges chauffants et autres. Donc voilà, c'est tout un armada d'équipements et choisir le sien permet de. Enfin, voilà. Enfin, il faut un peu tester et puis une fois qu'on choisit le sien, généralement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Merci Donc voilà. beaucoup, Loïc. J'en profite juste déjà, d'abord pour remettre une question qui avait été mise un peu plus tôt. C'était au moment d'Alexandre. Enfin, après, tu pourras peut-être répondre aussi. Mais il y a quelqu'un qui avait dit, j'avais entendu aussi l'astuce de mettre des couvertures anti-feu à ses fenêtres. Et Laurent, je crois, demandait si vous aviez un avis là-dessus, sur les couvertures anti-feu à ses fenêtres. Ouais, ça me dit rien, mais donc a priori, c'est un peu le principe que Alexandre voulait présenter, c'est-à-dire avec des voiles d'ombrage. Mhm. On parle peut-être des couvertures de survie. Je pense, hein, couverture anti-feu. Oui, il On y n'a a pas des testé. solutions qui existent. Oui. On n'a pas testé. C'est pas non plus ce qui est le plus esthétique. À ce niveau-là, Et Ça équivaut à faire un filtre ouais. UV devant la fenêtre, quoi. Une des questions qu'on se pose quand même régulièrement dans ce qu'on fait en low-tech, c'est à quel point les gens vont vraiment faire les choses. Et si c'est pour mettre des trucs moches, peu de il n'y a choses. pas grand monde qui est motivé. Michel qui réagit, couverture anti-feu, ce ne serait pas comme un feutre. Donc l'idée du fluide, c'est plutôt d'empêcher les mouvements d'air, hein, je pense, plus que de bloquer la lumière qui passe par la fenêtre. Ouais, les feuilles d'alu, donc à mon avis, c'est plutôt les Ça. surflets. C'est ça, ouais. Mhm. Il n'y a pas de raison que ça marche pas, hein. Sinon, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager. Et comme on est à la fin aussi là, je vais ouvrir le micro de tout le monde petit à petit. Donc je sais faire qu'une personne à la fois, donc ça va venir petit à petit, mais du